pouvions faire de Mladic un héros, et c'est ce que nous avons fait, car nous savons que notre peuple réclame des légendes. Radovan Karadzic, interview à la télévision de Pâle le 4 août 1995. Le nationalisme, mythe, histoire et propagande. Prôné par les politiques et les académiciens serbes, le nettoyage ethnique prend souche sur un nationalisme expansionniste visant la reconquête de la mythique Grande Serbie médiévale. Milosevic n'a pas créé le nationalisme de son électorat, il s'est contenté de le réveiller et de l'exacerber. Après 40 ans de communisme et de répression du nationalisme, sous la houlette de Tito et sa devise antinationaliste, unité-fraternité, fusionnant le mythe d'un passé de légende avec le mirage d'un avenir glorieux, Milosevic proposera le recouvrement de l'empire perdu. C'est ainsi qu'avant même l'éboulement du mur de Berlin en 1989 et le démantèlement de l'URSS, la fédération yougoslave vivra symétriquement la mise en cause du régime titiste et la montée du nationalisme. N'est-ce pas toujours dans les périodes de déséquilibre politique et de marasme économique que les despotes rallient à leur ambition personnelle une majorité frustrée ? L'objectif n'est pas d'offrir au peuple ce qu'il réclame, mais de produire une demande violente. C'est de l'insatisfaction que surgira la vénération du meneur. Après avoir gagné une première élection, sur le seul programme politique de revanche nationaliste, Milosevic sera le grand ordonnateur de l'éclatement de la Yougoslavie et des conflits sanguinaires qu'il fait miroiter à ses électeurs. Le nationalisme se définit sur 3 variations. C'est un mouvement politique qui revendique pour une nationalité le droit de former une nation. Annotation, le Robert, fin d'annotation. C'est aussi l'exaltation du sentiment national, un attachement passionné à sa nation, accompagné parfois de xénophobie et d'une volonté d'isolement. Mais une dérive plus dangereuse du nationalisme voudra subordonner toute la politique intérieure au développement de la puissance nationale et revendiquer le droit d'affirmer à l'extérieur cette puissance sans limitation de souveraineté. Il s'agit bien ici de ce que revendiquent les autorités serbes à partir de 1989, qui se traduira par une politique de conquête de territoire et d'extermination des populations non serbes. La formule politique « tous les Serbes doivent vivre dans un même État » ressuscite la mythologie collective. Là où vit un Serbe, là est la Serbie. Ou encore, là où un Serbe est enterré, là est la Serbie. Ces leitmotivs répétés dès 1988 dans tous les médias du pays ne signifient pas que les Serbes doivent tous se rassembler à l'intérieur des mêmes frontières de Serbie, mais que leur territoire s'étendra jusqu'à ce qu'il ait englobé tous les Serbes, les terres où ils vivent, ou celles qui abritent leurs tombes, dans une même frontière à redessiner, toujours repoussée plus loin. En réponse à cette ambition expansionniste, une autre plaisanterie répandue dans les Balkans et les médias occidentaux prétendra alors approuver une grande Serbie s'étendant de Chicago à Tokyo. Rien ne devra entraver l'objectif de la reconstruction de feu l'empire médiéval, pas même ceux qui ne peuvent y adhérer même s'ils en exprimaient le désir, les habitants non serbes des territoires convoités. Ceux-là sont à détruire, à anéantir. C'est ce que signifie la croix serbe médiévale, devenue en 1991 l'emblème tchétnique que les forces serbes militaires, unités de la police spéciale et paramilitaire, traceront à la cendre sur les ruines des maisons carbonisées, à la cigarette, à la lame d'un couteau sur le front d'un condamné qui respire encore, ou à la faux sur la poitrine d'un cadavre, une croix, et 4 C disposés symétriquement dans chaque angle. En fait, 4 S cyrilliques. Samo, Sloga, Sbrina, Spasava. Seule l'unité sauve les Serbes. Dans les guerres criminelles de Milosevic, il y aura 3 ennemis à exterminer et à chasser dans la terreur, dont le point commun est d'être des non-serbes. L'ennemi croate en 1991, l'ennemi musulman bosnien de 92 à 95 et l'ennemi kosovar-albanais musulman en 98 et 99. Ces derniers, plus précisément depuis 1989, selon un long processus génocidaire dans un quotidien d'apartheid. Cible des revanches à prendre sur l'histoire, l'un après l'autre, chacun son tour. Avec toujours, scintillant au bout de la route tel un mirage, la grande Serbie, soit la Serbie médiévale, à laquelle le nouveau conquérant du XXe siècle prétend greffer la Voïvodine et le Kosovo asservi, la Croatie et la Bosnie. La propagande nationaliste est l'une des armes essentielles de cette politique, sans laquelle elle n'aurait jamais rencontré l'assentiment de tant d'exécutants. Elle s'ancre dans l'histoire des Balkans,
dans la résistance durant 5 siècles et demi contre l'occupation ottomane, terreau de la haine et de la vengeance, davantage encore après que des académiciens, à la solde du pouvoir, l'auront manipulé jusqu'à la caricature, avec un objectif récurrent, la conquête expansionniste et la résurrection de l'empire perdu. Entre faits historiques et légendes, la Croatie et la Serbie ont trouvé leurs racines identitaires dans de hauts faits valeureux, véridiques, mais embellis par le mythe qui exalte le sacrifice des vaincus. Tel Roland à Roncevaux, il meurt toujours héroïquement. Le prince serbe Lazar au Kosovo, le héros croate Nikola Subic Zrinski à Sigé. Pour les académiciens de Belgrade, l'histoire de la Serbie se scelle quant à elle le 28 juin 1389, jour de la grande fête orthodoxe de la ville d'Ovnan, la Saint-Vide, sur un champ de bataille, sur le lieu-dit du Champ des Merles, dans la fournaise d'une défaite héroïque devenue emblématique. C'est là que la puissance et vaillante Serbie se serait sacrifiée, afin de préserver l'Europe occidentale de l'envahisseur turc. Par ce sacrifice illusoire, des écrivains imposteurs et des politiciens pragmatiques alimenteront le regret toujours vivace de la grande Serbie légendaire, le transformant en droit historique à la vengeance, et, au-delà du droit, en devoir. Entre la fin du XIXe siècle et le 28 juin 1989, jour du 600e anniversaire de la défaite héroïque et du sacre mégalomaniaque de Slobodan Milosevic, puis toute la décennie suivante, manipulée par la propagande nationaliste, le passé lointain, comme le plus récent, se mêlera à l'histoire contemporaine de la Serbie, la lestant d'une revanche en suspens sur les ingratitudes de l'histoire. Le 28 juin 1989, sur le site de la défaite héroïque, à une dizaine de kilomètres au nord de Pristina, plus de 800 000 Serbes défileront, alors qu'à peine 200 000 vivent au Kosovo. Plus de 600 000 seront amenés de Serbie, dans un long convoi de cars, mais aussi d'au-delà les frontières et les mers pour faire acte d'allégeance à Milosevic. À midi précis, en direct sur les écrans de toutes les chaînes de télévision serbes, les pales de l'hélicoptère transportant le nouveau sauveur brasseront l'atmosphère magnétique de ce jour d'été. Au-dessus de la foule en transe, Slobodan, Slobodan. C'est déjà un 28 juin que, en 1914, Gravilo Princip, un Serbe de Bosnie, membre de la Main Noire, la société secrète à la solde des nationalistes, tira avec son Browning des balles fatales sur l'archiduc François-Joseph et la princesse Sophie dans une rue de Sarajevo, avant que le jeu des alliances ne provoque la Première Guerre mondiale. Le 28 juin est également la date que choisit François Mitterrand, en 1992, pour se rendre à Sarajevo, en prenant de vitesse ses homologues occidentaux rassemblés en congrès à Lisbonne. En ce jour anniversaire, emblématique pour les autorités serbes, le président français scellerait en un tour de compassion le sort de la capitale assiégée et meurtrie. Ce n'est pas un hasard non plus si, par une ironie de l'histoire, le 28 juin 2001 est le jour de l'arrivée de Milosevic au centre de détention de Scheveningen, un faubourg de La Haye à 10 minutes en fourgon du TPI. Afin d'accompagner dès 1987 la montée en puissance du nouveau sauveur, l'Église orthodoxe ralliera les foules de pèlerins autour du culte du tsar Lazare, le héros serbe du Champ des Merles. Depuis 40 ans que l'hégémonie communiste reléguée au silence de la religion orthodoxe, les popes et les patriarches tenaient leur revanche, en procession, dans les effluves d'encens, les reliques du tsar Lazare seraient exhibées dans leurs chasses enluminées et chargées d'or, d'un monastère à l'autre dans tout le pays. C'est en grand faste qui se fêterait le renouveau de cette religion nationale que même la mort de Tito n'avait pas encore libéré de l'intolérance du communisme, mais aussi la résurrection du roi Lazare en la personne du nouveau sauveur. Comme l'expose clairement Louise Lambrich, c'est toujours la reconquête de cette patriarchie que vise la partie guerrière malheureusement la plus puissante de l'Église orthodoxe de Serbie. Elle s'appuie bien sûr sur ce mythe national qui sanctifie Lazare. L'explication de la défaite est transcendée, ce n'est plus un homme vaincu par d'autres hommes, c'est un saint qui a pactisé avec Dieu et qui a fait pour son peuple le choix divin. Le problème, c'est que ce mythe transforme le peuple serbe à la fois en peuple céleste élu et en peuple martyr victime. La collusion entre l'Église ressuscitée et le nouveau pouvoir n'en est alors qu'aux prémices. Cité par Lambrich, le patriarche Pavlé attisera la haine dans son message pascal de mars 1991. C'est un crime d'oublier le crime. Dans la foulée, le patriarche fera déterrer les morts de la Seconde Guerre mondiale pour frapper les esprits sous prétexte de leur donner enfin une sépulture décente. Debout les morts! Les extraits d'un film projeté le 1er juin 2005 dans l'enceinte du TPI dans le cadre du procès Milosevic révèlent la participation directe du pouvoir serbe dans le génocide de Srebrenica,
cautionné par l'Église orthodoxe de Serbie. L'un des membres d'une unité de la police spéciale de Belgrade, les Scorpions, a filmé les exploits de son bataillon. Celui-ci quitte la Serbie pour la Bosnie le 25 juin 1995 pour prêter bientôt main forte aux forces de Ratko Mladic, pour torturer et exécuter des hommes et des garçons de Srebrenica, ce que la vidéo cadre jusqu'à leur exécution avait entre 16 et 24 ans. Mais avant leur départ pour le front, soit une enclave moribonde dans laquelle à peine 1/10 des hommes sont armés, tous les membres de l'unité seront bénis par le pope Vidosav Marić. C'est une bénédiction de croisée, sacrée à l'avance héros de la nation, une véritable incitation au nettoyage ethnique. Vous allez neutraliser le peuple ennemi. Plus honorable de rejoindre le royaume des cieux que de régner sur terre. À la veille du combat fatal du 28 juin 1389 contre les Ottomans, sur le lieu-dit du Champ des Merles, face à son immense armée, le tsar Lazare aurait prononcé ces paroles de martyr légendaires. La radio-télévision serbe RTS produira en 1989, pour une première diffusion lors du 600e anniversaire de la défaite héroïque, une fiction reconstituant la bataille légendaire, le film le plus onéreux jamais produit par la RTS. Grand galop, figurations innombrables, milliers d'étendards flottant au vent. Face aux vaillants Serbes, les Turcs féroces. Dans les rangs défensifs de son armée, le sultan a fait enchaîner des chameaux, en file l'un derrière l'autre. Grâce à cette traîtrise turque, les forces menées par Lazare reculeraient, et leurs chevaux avant eux, devant de tels monstres inconnus. Dans cette bataille sanglante, le tsar Lazare sera tué, le prince ottoman Murad égorgé la nuit suivante dans sa tente de campagne. Bien que l'armée commandée par le Serbe Lazare ait été composée de Serbes, mais aussi d'Albanais, de Croates, Hongrois, Roumains, Bulgares, Valaques, sans oublier quelques chevaliers francs, tous décimés durant le combat, la révision de l'histoire proclame quelques siècles plus tard le peuple serbe comme unique victime. Dernier bastion de la résistance contre l'armée ottomane, ce sont les seuls Serbes qui auront offert leur torse courageux aux lances ennemies. Ce sont eux qui auraient ainsi préservé l'Europe occidentale des cruels envahisseurs, se sacrifiant tel un ultime bouclier afin de protéger un Occident dès lors redevable. Il n'aurait connu en retour que son ingratitude. La vérité historique est autre cependant. Les Serbes seront occupés par les Ottomans, qui reculeront face à l'armée des Habsbourg. Après avoir déferlé jusqu'à Budapest et Vienne, repoussés, ils seront stoppés dans leur conquête au cours de la Croatie. Le tracé de la frontière orientale croate ne ressemble-t-il pas d'ailleurs à un bouclier ayant été forcé en son centre, enfoncé sous l'assaut mais ne rompant pas? C'est néanmoins ce courage mythique de la Serbie, cette abnégation face au danger, mais aussi son sacrifice vis-à-vis des pays ingrats, que met en exergue l'écrivain officiel et responsable politique serbe Dobrica Kozic, lors de son discours d'investiture à l'Académie des sciences et des arts de Serbie le 29 mars 1977. Le peuple serbe a gagné toutes les guerres et perdu toutes les paix. Entre doléances et revendications, c'est bien une éventuelle spoliation de la Serbie par l'Occident que l'irrédentiste nationaliste Kozic dénonce ici avec son « perdre la paix ». Pourtant, les divers traités de paix de l'histoire contemporaine seront prodigues avec la Serbie. De même que le traité de Bucarest de 1913 refusera le Kosovo à l'Albanie pour l'offrir à la Serbie qu'il convoitait, le traité de Dayton-Paris de novembre et décembre 1995 offrira aux génocidaires une Republika Srpska, gagnée dans le sang. Mais ces revendications n'expriment-elles pas telle une litanie récurrente le regret d'une grande Serbie non encore reconstituée, scellant à jamais, dans la défaite du Champ des Merles, l'héroïsme sacrificiel des héros mythiques? Ce combat fantasmatique désignera dans le même temps le responsable idéal de la perte de l'empire médiéval, le fautif victorieux, le meurtrier du valeureux tsar Lazare, l'envahisseur turc. Sous forme de chant épique populaire, la mémoire collective, amalgame deux faits historiques que pourtant près d'un demi-siècle séparent, ainsi finira-t-elle par croire que la défaite du Champ des Merles et le déferlement des Turcs, dont elle serait le signal, auraient précipité la dislocation de l'immense empire médiéval de Serbie. Ce raccourci historiquement inexact sera copié par les propagandistes fondés en un seul. Les deux événements nourrissent idéalement la propagande haineuse,
Ainsi dénoncé à la vindicte, l'ennemi turc serait responsable du démantèlement de la Grande Serbie, à ressusciter, à reconquérir aux dépens de l'ennemi. En vérité, l'armée ottomane conquérera les vastes territoires des Balkans par vagues successives, entre 1362 et 1485, s'installant peu à peu, plus avant sur les terres convoitées, après de puissantes et sanglantes batailles ou de simples tractations, et le plus souvent dans le cadre d'intérêts commerciaux immédiats. Et ce n'est qu'après une autre bataille gagnée, en 1448, soit 59 ans après celle du Champ des Merles, et en l'absence du mythique guerrier albanais Georges Castriote, nommé champion du Christ par le pape, que les conquérants turcs déferleront dans les Balkans, et qu'ils s'y installeront pour 5 siècles et demi. Mais ce n'est en aucun cas une conquête éclair qui livre en 1989 les peuples des Balkans aux Turcs féroces. Quant à l'Empire grand serbe, il ne connaîtra son apogée que durant 20 ans, entre 1335 et 1355, sous le règne de l'empereur Dusan. Couronné empereur des Serbes et des Grecs, le conquérant Dusan avait étendu son pouvoir de Belgrade jusqu'au cours de la Grèce. Mais tels d'autres grands empires faillis, celui-ci s'effondrera à la mort de l'empereur, soit 23 ans avant la bataille du Champ des Merles. La Grande Serbie se disloque, reniée par des luttes internes, son pouvoir central se dissolvant dans une guerre de succession qui n'accepte ni compromis ni partage, sans l'apport d'aucune hostilité étrangère. La réalité historique ignore tout lien entre la chute de l'Empire serbe et l'envahissement des territoires des Balkans par les conquérants turcs. Aucune relation de cause à effet non plus entre la bataille du Champ des Merles de 1389 et la conquête effective des Balkans par les Ottomans en 1448, si ce n'est que ce combat fut l'un des nombreux épisodes de la conquête progressive de l'armée turque. Mais certains imposteurs de l'histoire préféreront se lamenter sur l'empire perdu et une abnégation mythique en désignant un fautif haïssable, l'envahisseur Oni, et appelé à la fois à la reconquête et à la vengeance sanguinaire. 5 siècles plus tard, d'ambitieux nationalistes serbes se feraient les chantres de cette pensée, bientôt suivis par d'autres, et, un siècle plus tard, un apparatchik pragmatique assoiffé de pouvoir mettrait en pratique les différents modes d'emploi du nettoyage ethnique prônés par divers politiques et académiciens belgradois. La Bosnie vivra sous l'autorité ottomane au cours des nombreux siècles de conflits que connurent l'Empire ottoman et l'Empire des Habsbourg. Annexée partiellement au XIXe siècle par les Habsbourg, elle se retrouve entièrement sous leur emprise à partir de 1878, et ce jusqu'à la guerre balkanique de 1912. De même que la conquête des Balkans par les Ottomans fut progressive, le recul de leur empire se fera sur un siècle. De 1804 à 1912, en 1908, une coalition de Serbes, monténégrins, bulgares et grecs combat les troupes de l'armée turque, les repoussant vers l'est. Avec la volonté de venger leurs ancêtres de 6 siècles d'occupation, ils chassent dans le même temps les descendants des premiers envahisseurs, des familles qui ne connaissent d'autres terres que celles où ont vécu leurs ancêtres, et ce depuis presque 600 ans, depuis 25 générations. En un carnage sanglant, ils déciment des territoires immenses. Exilé à Vienne, Léon Trotsky fera de longs séjours comme correspondant de guerre pour le quotidien russe La Pensée de Kiev. En 1912 et en 1913, sur les terres dévastées de l'ancien empire ottoman, il témoigne dans des articles qu'il signe de son vrai patronyme, Léon Bronstein, des atrocités qu'il voit ou entend en traversant villes et villages. Les tortures, égorgements, décapitations, ablations de nez, d'oreilles et de lèvres, énucléations, tous ces meurtres et amputations subis par la population musulmane semblent calqués sur l'époque légendaire et cruelle, 6 siècles plus tôt, de l'invasion des Balkans par les ancêtres des conquérants turcs. En exterminant ainsi, les vainqueurs repoussent au plus loin, avant les traités, les frontières non encore définies de leur pays, car les hommes de guerre savent qu'un territoire gagné dans le sang ne se rend pas, que ce qui est conquis par les armes est acquis pour les futures négociations, du moins jusqu'à la prochaine bataille, en 1912 ou 80 ans plus tard. C'est un long établissement de formation des nations, lié à une recherche identitaire complexe qui durera tout le XIXe siècle dans les Balkans, la nation se constituant plus tôt que l'État selon un processus différent de celui des pays d'Europe occidentale. La nation croate s'est forgée au XIXe siècle dans la Croatie et la Dalmatie, alors autrichienne, le nom croate se répandant aussi chez les catholiques de Bosnie.
Le souverain du royaume de Croatie, existant depuis des siècles, était un Habsbourg, et ce jusqu'au démantèlement de l'Empire austro-hongrois en 1918. Les péripéties de l'histoire en feront un État indépendant, une république yougoslave, puis une république indépendante en 1991. Les Slaves catholiques fonderont l'État croate. Dans le même temps, tandis que sous l'influence de l'Église orthodoxe, la nation serbe a déjà commencé à prendre conscience d'elle-même, dans des foyers de culture situés au nord du Danube, l'État serbe se créait tout d'abord plus au sud. La tradition croate met les musulmans bosniens à l'honneur, tout en prouvant combien ils désirent les incorporer, en les citant dès le XIXe siècle comme la fleur de la nation croate. En revanche, l'ennemi quasi rituel des Serbes, désigné comme responsable de l'effondrement de l'Empire et de 6 siècles de déshonneur, est désormais à portée d'armes et de vengeance historique. C'est le musulman, en Bosnie et au Kosovo. 3 décennies plus tard, par le jeu des alliances, la Seconde Guerre mondiale verra déferler terreur et violence, faisant d'innombrables victimes dans les Balkans. Nombreux sont les massacres perpétrés par 2 peuples voisins, de même origine slave, qui ont vécu sous la tutelle de 2 empires différents et ne pratiquent pas la même religion, les Croates catholiques et les Serbes orthodoxes. Chacun décuplant le nombre de ses victimes, ils s'accuseront longtemps l'un l'autre d'avoir commis les pires atrocités. Aux ordres, mais aussi sous la protection de l'occupant, les autorités tentent alors d'obtenir ce qu'une période trouble autorise plus aisément que la paix. Les nationalistes, poursuivant leur but expansionniste, sont désormais libres de commettre davantage d'actes illicites avec l'accord du vainqueur nazi. Mais au tout début de la guerre, la première Yougoslavie, dictature royale depuis 1929, sous l'emprise du roi serbe, Alexandre, sera partagée entre les vainqueurs du moment, allemands, italiens, hongrois et bulgares, en échange de la Dalmatie cédée aux Italiens. Les Croates se voient offrir la Bosnie-Herzégovine, première acquisition pour leur projet pan-croate. Avec l'accord de l'occupant allemand, c'est le régime terroriste d'Ante Pavelić qui prend alors le pouvoir en Croatie, avec ses camps de concentration, ses conversions forcées d'orthodoxes au catholicisme et ses massacres. Les statisticiens les plus sérieux, annotation, le serbe Kosovic et le croate Serjavic, qui travaillent séparément, fin d'annotation, qui font voler en éclats les chiffres délirants de la propagande, dénombrent environ 300 000 Serbes de Bosnie et de Croatie victimes de la guerre. Morts au combat, dans les bombardements, en déportation en Allemagne ou dans les combats, et les massacres en tchétniks et partisans, dont moins de la moitié sans doute furent victimes des oustachis croates. Il n'est pas aisé non plus d'évaluer le nombre de Croates victimes de tchétniks, mais tous s'accordent sur le fait qu'ils furent probablement moins nombreux que les victimes serbes. Hérités sans doute d'une longue relation avec les combattants turcs, les méthodes des oustachis et des tchétniks ne diffèrent guère. Elles comportent le même lot de terreur et de fausses communes, de guirlandes d'oreilles et de langues. Quant aux panières remplies de yeux humains, que l'on retrouve dans de nombreux rapports et écrits serbes, elles sont une invention physiologiquement improbable de l'écrivain italien Malaparte, qu'il cite dans son ouvrage Caput. Après qu'il aura lui-même reconnu avoir inventé ce détail, la propagande serbe tentera néanmoins de le présenter tel un fait véridique. C'est grâce à la réalité historique et en la grossissant abusivement que les dirigeants des 2 pays utiliseront désormais la propagande de la peur comme une arme dissuasive, mais aussi offensive. Les écrivains et académiciens qui gravitent autour du pouvoir savent attiser les frustrations et les rêves, davantage encore en période de faiblesse économique. Ils ressuscitent un nationalisme nourri de xénophobie, de haine et de revanche, à prendre sur le passé et conseillent diverses sortes de nettoyage ethnique. Leurs textes sont consignés dans un ouvrage titré « Le nettoyage ethnique ». En 1844, le ministre serbe de l'Intérieur, Garasanin, prône déjà le droit historique et sacré de la Serbie à se reconstituer tel l'empire médiéval. En 1902, Stojanović publie un pamphlet à l'encontre des Croates. Jusqu'à l'extermination, la vôtre ou la nôtre. Puis le héros national Kubrilović rédige un texte qui incite au crime de masse. Il décrit les différentes manœuvres qui organiseront à la fois une psychose de terreur et la transplantation en masse des Albanais du Kosovo. Enfin, en 1986, le mémorandum de l'Académie des sciences et des arts de Serbie, prétendument inachevé mais néanmoins diffusé sous le manteau, sera mentionné par un journal belgradois. Une année avant le putsch politique de Milosevic, ce mémorandum, dont l'un des instigateurs est Dobrica Kozic, fera couler beaucoup d'encre.
C'est un long réquisitoire truffé de dénonciations paranoïaques qui représente le peuple serbe tel l'éternelle victime. Son unique propos est de réveiller des peurs ancestrales. Il dénonce de prétendues serbophobies, des menaces pesant sur le peuple serbe ainsi que son génocide déjà en cours au Kosovo. En inversant la réalité, il prédit les massacres à venir. Il sera l'une des références de la propagande des médias serbes à la solde de Milosevic. Les rédacteurs de ce texte ambitionnent également un avenir progressiste de la société serbe. Nous devons créer une vision du monde de demain, dans lequel la civilisation sera fondée sur la microélectronique, sur l'intelligence artificielle, la robotique, l'informatique, l'insémination artificielle, la manipulation génétique. Face à la caméra, la réponse de Dusan Mitević, l'ex-directeur de la télévision serbe, est un aveu. Les informations étaient toutes fausses, les reportages fabriqués. Milosevic donnait ses ordres directement. Annotation. Milosevic, un dictateur très moderne. Réalisation Leslie Woodhead. Production Antilope. Téléimage création. BBC. Fin d'annotation. Sur la RTS, tous les soirs des 10 années de pouvoir de Milosevic, la propagande haineuse sera distillée comme un poison dans les neurones de 3 millions de spectateurs, 3 sur 10 millions d'habitants. Un véritable lavage de cerveau. C'est ainsi que dès la guerre en Croatie, l'armée aux ordres de Belgrade est présentée aux téléspectateurs telle une force mandatée pour une mission de paix qui défend le peuple serbe contre le nouveau nettoyage ethnique des Ustashi. Dans l'exemple diffusé pour illustrer les propos de Mitević, un journaliste interviewe un homme apeuré aux yeux fixes. L'interview ressemble davantage à un brutal interrogatoire de police. L'homme répond « Je sais qu'ils torturent, ils les égorgent, leur arrachent les yeux, coupent les doigts des enfants. Nous avons trouvé des enfants qu'ils voulaient faire rôtir. » Le montage d'images suivant est hallucinatoire. Grands casiers dans lesquels sont rangés, selon leur catégorie, des os de squelettes humains. Gros plans sur des dents dans le creux d'une main. Off, la voix d'homme affirme qu'elles ont été arrachées vifs. Sur fond musical dramatique, l'épouvante des massacres de la Seconde Guerre mondiale est ressuscitée. La propagande télévisuelle amalgame les combats d'alors et les mensonges du jour. Des images fixes en noir et blanc dénonçant les massacres commis sur les Serbes par les Ustashi sont grossièrement montées avec celles qui, en 1991, accusent en couleur les Croates de torturer et d'exécuter des civils serbes. Tandis que la propagande attise, dans toutes les structures de l'entreprise criminelle conjointe, la haine des futurs criminels, les prêches des popes et des cloches des églises orthodoxes relaient l'alerte. Depuis 1991, des armes de poing et des kalachnikovs sont distribuées aux civils. Les provocations se multiplient. La propagande diffusée est une inversion de la réalité. Elle désigne la prochaine victime comme étant l'agresseur. Calquée sur les textes des académiciens, elle l'accuse des crimes qu'elle s'apprête à lui infliger. Les musulmans violent les femmes serbes. Ils tuent les Serbes et les chassent des territoires qu'ils veulent purifier. Dobrica Kozic illustre ce procédé en septembre 1991 dans une interview accordée à un quotidien belgradois. Alors que Vukovar est pilonné sans trêve depuis plus d'un mois, il critique l'Europe, prétendument à l'écoute des Croates. Elle accepte le mensonge chauvin comme une véritable vérité politique, le nazisme comme une démocratie. Les victimes, elle, les qualifie de bourreaux. La propagande incite la population serbe à quitter la région du prochain nettoyage ethnique, ou du moins à mettre les femmes et les enfants à l'abri. Ceux qui restent savent peut-être décoder les directives cachées derrière les mots de la peur, prendre les armes, se préparer à en découdre, une fois pour toutes, avec l'ennemi historique. Dans le même temps, la propagande prévient également les cibles, croates puis bosniaques, de la prochaine purification ethnique, au cas où cela voudrait simplifier le travail des nettoyeurs et fuir sans les attendre. Propageant la terreur avant l'heure, la propagande en est une arme efficace, diffusant aussi le mensonge, soit la vérité inversée, vers l'étranger. Elle atteint son but en troublant les esprits. Ce sont ces mensonges-là que le général Philippe Morillon, commandant de la Fort Pronu pour la Bosnie-Herzégovine de septembre 1992 à juillet 1993, rappelle en réponse au contre-interrogatoire de Milosevic lors de son témoignage du 12 février 2004 dans la première salle d'audience du TPI. « Moi, j'étais là pour essayer de calmer les peurs. Malheureusement, cette maladie de la peur, elle a continué de croître et d'embellir à cause de ceux qui, comme vous à l'époque,
rappeliez les démons des terreurs ancestrales, rappeliez à longueur de journée dans vos émissions officielles les massacres du passé. Cette maladie de la peur, elle s'est développée. C'était la maladie pour certains, la peur d'être dominés. Les Serbes qui étaient dans les collines, M. Milosevic autour de Sarajevo, ils n'y étaient pas pour dominer, la plupart d'entre eux. Ils y étaient parce qu'on leur avait dit que s'ils n'y allaient pas, leurs femmes allaient porter le voile islamique. Ce sont ceux qui ont pris cette responsabilité-là de déclencher la peur qui sont coupables. Et Karadzic en était bien sûr. Quand je suis allé à Pâle et qu'on m'a dit que les lions du zoo de Sarajevo étaient nourris par les bébés serbes, quand on m'a dit que toutes les femmes serbes dans Sarajevo étaient dans les bordels de l'armée bosniaque, cela a été le moyen d'exacerber la peur. Amalgamant le présent et le passé historique, la réalité n'a plus cours désormais. Seul importe l'objectif. Nettoyage ethnique. L'ennemi s'identifie par sa différence la plus décelable, sur un critère religieux. Et pourtant, les guerres de la dernière décennie du XXe siècle en ex-Yougoslavie ne sont pas des guerres de religion. Aucun n'aura pour but d'imposer sa religion à l'autre. Seule la souveraineté territoriale importe aux conquérants. Déterminant les différences entre les groupes, la religion désigne simplement l'ennemi historique à anéantir. Mais c'est Dobrica Kozic qui détient toujours la palme de la propagande extrême, celle du sacrifice même en juin 1992, alors que le nettoyage ethnique qui décime la Bosnie a conquis en 2 mois 70% du territoire. Les Serbes en Croatie et en Bosnie-Herzégovine sont menacés par la restauration de l'oustachisme et de l'islam militant, et effrayés par le nouveau génocide, ils sont forcés de mener une guerre terrible de défense contre la Croatie, chauvine, oustachiste, et contre le djihad musulman. Nous sommes punis par la mise au ban de la communauté mondiale. Nous sommes condamnés à un long calvaire, à l'humiliation, à l'exode, à l'assimilation. Aux crimes qui nous sont infligés, nous répondons par des crimes et nous nous déshonorons parfois au point de ne plus nous reconnaître. La défaite héroïque symbolisant, grâce aux imposteurs, le sacrifice de l'Empire serbe face aux Turcs ennemis, cette hérésie de l'histoire sera gommée 6 siècles plus tard dans la reconquête des territoires perdus et dans le sang des descendants musulmans, dans le sang des Turcs. Telle est l'ambition du nationalisme serbe, du dogme, du seul programme politique proposé dans les années 90 aux électeurs de Serbie et aux Serbes de Bosnie. Que ce soit par opportunisme comme Slobodan Milosevic ou par délire quasi mystique comme Radovan Karadzic et Ratko Mladic, des heures durant, Mladic exposera cet apostolat en litanie interminable. Toujours un verre de Slivovica, annotation alcool de prune, fin d'annotation, à la main, face à de très dignes officiers britanniques des services secrets de sa gracieuse majesté, mais aussi auprès de généraux français. Le général Bernard Janvier se souvient de ces rencontres. C'était après la fête de Vidvovan. Une grande fête militaire a eu lieu à Pâle, une grande parade avec des dizaines d'étendards, un grand délire. Quant à notre dernier entretien, il durera 13 heures, toute une nuit. C'est un souvenir affreux. Mladic se lançait dans des phrases comme « Le peuple m'a donné la responsabilité de défendre sa terre, dans le ciel comme sur terre. C'est moi qui décide ce qui est bon pour le peuple serbe. » Plus de possibilité de raisonner, de discuter, on tournait en rond. Je suis persuadée que mon interprète ne me traduisait pas tout. C'était trop délirant, trop violent. J'ai fait savoir à l'état-major à New York qu'il fallait dorénavant arrêter ces exercices. J'ai prononcé le mot « exercice ». Ratko Mladic s'acquittera au mieux de cette mission de droit divin pour laquelle il est l'élu, l'incarnation de Lazare ressuscité, qui vengera le peuple serbe dans le sang de l'ennemi, dans des exécutions massives des hommes désarmés de Srebrenica. A-t-il l'impression de venger son père, tué lors de la Seconde Guerre mondiale par des oustachis, quand il abandonne dans le sillage de ses troupes des amoncellements de cadavres et des cohortes de réfugiés sur les terres croates? Quand il aura fait ses preuves en Croatie, Milosevic le recommandera au président autoproclamé de la République fantoche serbe de Bosnie-Herzégovine. Radovan Karadzic, qui le nomme commandant en chef de son armée, en fait un transfuge de l'armée serbe. Ainsi, sans décevoir ses mentors politiques, Mladic poursuivra-t-il en Bosnie l'œuvre grand serbe. Il lance des attaques dévastatrices sur Bejeljina et Breko, au nord, sur Zvornik et Foka, à l'est du pays. Il commande aussi les troupes dont l'armement lourd, enterré dans les montagnes, pointe ses canons vers Sarajevo, la ville en contrebas. Tirez jusqu'à ce que je donne l'ordre d'arrêter.
Bombardez-les jusqu'à ce qu'ils perdent la raison. 3 ans et demi durant, Mladic fera pleuvoir des obus, des roquettes et de la mitraille de tout calibre sur les bâtiments culturels de la capitale multiethnique et donc hérétique, sur les concentrations de population, sur les files de civils qui attendent devant une boulangerie ou un point d'eau, sur ceux qui se rendent dans un marché aux étals vides pour y rencontrer d'autres humains et pour y mourir déchiquetés au milieu d'amis ensanglantés. Aux ordres du général sanguinaire, visant les concentrations de population ou suivant à travers le guidon de sa mitraillette les petites silhouettes qui courent entre les bâtiments éventrés, le servant tire, toujours sur des objectifs répétés. Et à Srebrenica, après avoir été l'ordonnateur de la torture à petit feu de la population otage, dans le sacrifice humain qui se profile, est-ce une nouvelle vengeance que poursuit Mladic? Pense-t-il alors à sa fille Anna, qui s'est suicidée à l'âge de 23 ans, en mars 1994, sa fille qui lui ressemblait et qui l'aimait tant? Il demandera au médecin légiste de lui couper les cheveux, afin de les garder jusqu'à sa mort. Le docteur, Zoran Stankovic, lui remettra également la balle qui s'est logée dans le crâne de la jeune fille. Anna Mladic souffrait de dépression après avoir découvert par la presse la personnalité de criminel de guerre de son père. La responsabilité de cette mort réside peut-être pour Mladic non dans ses propres actes, mais dans les propos diffamants qui l'ont sali aux yeux de sa fille. Ainsi répondra-t-il début 1996 à une interview concernant son inculpation par le TPI. « Ils veulent ligoter nos généraux et les emmener à la haie, tandis qu'ils paradent ici, distribuent des tracts et font de la propagande à nos enfants. » En sacrifiant la population de Srebrenica, répondait-il déjà à ses détracteurs, aux traîtres de la cause serbe, à tous ceux qu'il désigne comme responsables de la mort de son enfant? C'est dans l'ultime bain de sang de Srebrenica que l'élu de Dieu, le missionnaire de la vengeance historique, veut laver le peuple serbe de 6 siècles de honte et d'erreur de l'histoire. À peine entre-t-il en ce 11 juillet 1995, dans la ville conquise et désertée, que le caméraman de la télévision serbe le cadre en plan serré, sous un soleil caniculaire, la mâchoire carrée luisant dans sa face rubiconde, le victorieux général Ratko Mladic braque en gros plan l'objectif. Aujourd'hui, 11 juillet 1995, Srebrenica est enfin serbe. Nous offrons la ville aux Serbes après la rébellion des Daïjia. L'heure de la vengeance sur les Turcs a sonné. La rébellion citée date de 1804. Les Daïjia sont des chefs de janissaires turcs qui, dominant la région de Belgrade, se rebellent contre le sultan. Ils massacrent environ 150 notables serbes soupçonnés d'être fidèles au sultan. Ce carnage déclenchera l'insurrection des Serbes, d'abord contre les Daïjia et finalement contre le sultan lui-même. Court et précis, le discours du conquérant de 1995 sera diffusé le soir même sur la télévision de Belgrade. Afin que les Serbes et les Bosniaques, du moins ceux qui ont la télévision mais aussi de l'électricité durant un siège, ne doutent pas de son projet final, qu'il partage avec le commandement suprême. Repiqué, le lendemain, dans des banques d'images, le sujet sera aussitôt diffusé sur une multitude de chaînes internationales. Aussi les Occidentaux seront-ils informés très tôt du massacre planifié, du sacrifice musulman nécessaire à l'effacement de 6 siècles d'infamie et à la purification dans le sang du peuple grand serbe. L'heure de la vengeance sur les Turcs avait sonné. Les premiers indices. Tant de décisions irrationnelles, tant de résolutions absurdes neutraliseront la population musulmane de Bosnie-Herzégovine, la livrant à ses bourreaux, que l'on peut se demander si ce laisser-faire, cette prétendue neutralité, cette omission d'intervention ne furent pas un soutien à l'agression. Qui savait avec quels éléments de connaissance pouvait-on anticiper sur les massacres? Qui a su, alors qu'ils étaient en cours? Dans le bunker de verre new-yorkais de l'ONU, 15 représentants parmi les 191 membres de l'Assemblée générale des Nations unies siègent au Conseil de sécurité. 5 permanents, les P5, et 10 non permanents, les autres. Une résolution est adoptée avec un minimum de 9 voix. Dans l'attente d'une réforme annoncée, mais non encore entamée, les membres permanents du Conseil sont depuis 1949 les représentants des 5 pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie, qui s'est approprié le fauteuil de l'ex-Union soviétique, et la Chine,
Les 10 autres membres du Conseil sont élus en rotation pour 2 ans parmi ceux de l'Assemblée générale. Les P5 ont la prérogative d'un droit de vote dont ils usent parfois. Garde-fou, joker de la diplomatie, épouvantail à velléité, interventionniste, menace à brandir, ce droit de veto peut contrer l'adoption d'une résolution. Mais il annulerait alors les nombreuses réunions qui se sont tenues dans la petite pièce pour consultation informelle. Attenante à la salle du Conseil, cette pièce, sans vue, dont une fenêtre donne sur l'East River, mais qui demeure confinée derrière ses lourds rideaux beiges. User d'un droit de veto mettrait en lumière les innombrables atermoiements, marchandages et compromis qui règlent ces consultations informelles et très privées où se négocient préalablement les accords. Le simple fait de pouvoir menacer d'un veto fait la différence entre les permanents et les autres. Les grandes puissances, les bigs et les autres, les seuls vrais décisionnaires, sauf conviction, rébellion et collusion suffisante entre autres membres, sont les P5. Ceux-là ont en main la joker et peuvent faire pression sur les instances des pays temporairement membres du Conseil de sécurité afin que leurs représentants votent la résolution qui a leur soutien. Contrairement à ses prédécesseurs et à ses successeurs, le secrétaire général Boutros-Boutros-Ghali ne participait jamais à ces consultations, même si elles intègrent les obligations dues à sa fonction. Il les trouvait ennuyeuses et perte de temps, et assumera sa décision lors d'interviews. Il n'hésitera pas à engager un porte-parole officiel de l'ONU pour le représenter lors de ces réunions, l'ex-ambassadeur d'Inde. Diego Aria définit un tel comportement comme pervers, comme une négligence professionnelle, d'autant quand nous discutions de questions de vie ou de mort de milliers de personnes. Par ailleurs, le secrétaire général n'est pas supposé se mettre au service des membres du Conseil de sécurité, soit de ceux qui soutiendront sa prochaine candidature, mais d'être une autorité morale s'opposant, éventuellement, aux grandes puissances. Maître Olivier Rusbach, l'avocat de l'association Responsabilité internationale, annotation, cette association de défense du droit international fut constituée de militants des droits de l'homme, de juristes et de diplomates, parmi lesquels José Maria Mendulis, ancien responsable du HCR en ex-Yougoslavie, et Saïd Zulfikar, ancien haut fonctionnaire à l'UNESCO. Fin d'annotation. A ouvert en 1996 une procédure civile à l'encontre du secrétaire général et de son représentant spécial. Responsabilité internationale reproche à Boutros-Boutros-Ghali et Yasushi Akashi d'avoir, par faute de négligence, conduit la Fort Pronu à une paralysie et une impuissance qui ont encouragé les attaques contre les zones de sécurité, alors qu'ils avaient au contraire pour mandat exprès de les décourager. Maître Rusbach affirme il y a eu faute et négligence civile, car ces deux responsables ont su, à partir d'une certaine date, et ont laissé faire. Il confirme, dans une autre interview, que la marge de manœuvre de M. Boutros-Ghali est considérable. Il a notamment le pouvoir et l'obligation de se mettre en travers du Conseil de sécurité si celui-ci ne respecte pas la Charte des Nations unies. Représentant son pays, chaque ambassadeur auprès des Nations unies est, hormis de rares exceptions, le porte-parole docile de son gouvernant de l'instant. Caricature d'éminence grise, telle que l'imagerie populaire les conçoit, ces hauts diplomates emploient une sémantique et une rhétorique aux lilotes flagrantes. Soumis à la banalité de contraintes d'intérêt plus qu'à de véritables engagements, ils exercent les uns sur les autres des pressions de tout ordre. Abusant d'ingérence, ces pressions mettent parfois en cause des fonctions ministérielles et des contrats commerciaux en cours, avec toujours de la part des 5 bigs la menace de leur droit de veto. Calé dans un fauteuil provisoire, moins contraint que les membres des P5, à mimer une posture honorifique, souvent assujettie économiquement aux grandes puissances, mais liée aussi à d'autres pays par des alliances plus tangibles, certains parmi les 10 autres osent prendre la parole et accuser. C'est ainsi que Diego Aria a souvent voté à l'encontre des désirs de son ministre des Affaires étrangères, dont le bureau de Caracas était alors investi par les ambassadeurs ou mandaté en cas de crise importante, par les ministères des Affaires étrangères des P5. Moussa Sirbé participait aux réunions officielles du Conseil de sécurité, comme tout représentant auprès des Nations unies, dès lors qu'un problème concernant son pays est à résoudre, dans l'urgence. Il se souvient, Diego Aria avait éteint son téléphone. Les représentants français et britanniques, qui étaient eux-mêmes en relation directe par portable avec leur gouvernement, lui faisaient de grands signes pour qu'il réponde à son téléphone et écoute les ordres. Mais Diego les ignorait. Rares sont les ambassadeurs à l'ONU qui dérogent au code de la bienséance traditionnelle des chancelleries, chacun connaissant a priori les intérêts politiques et économiques des autres pays, et donc à l'avance le choix de chaque dirigeant et de son représentant.
Les résolutions du Conseil de sécurité se résorbent le plus souvent en compromis ambigus. C'est cette réalité des résolutions du Conseil de sécurité que le représentant spécial du secrétaire général pour l'ex-Yougoslavie en 1994 et 1995, Yasushi Akashi, miraculé diplomatique des désastres onusiens auxquels il a d'ores et déjà assisté au Cambodge, en Somalie et au Rwanda, décrira comme le dénominateur commun le plus petit sur lequel tous les membres du Conseil peuvent se mettre plus ou moins d'accord. En 1991, face au démantèlement de l'ex-Yougoslavie, la Chine indifférente affiche sa neutralité. Son seul intérêt réside dans la faiblesse qu'un tel conflit inflige à la communauté européenne, ainsi qu'aux contreparties auxquelles elle pourrait prétendre si convoiter son vote devenait crucial. Elle accepte parfois de soutenir la Russie contre les Occidentaux, mais préfère le plus souvent s'abstenir. La Russie assume sa fratrie slave et orthodoxe et son soutien entier à la Serbie. Jusque sur le terrain, avec ses bataillons de casques bleus russes et ukrainiens, que la population serbe acclame toujours à leur arrivée, un bataillon de casques bleus russes, missionné à Sarajevo, sera même imposé à l'ONU et surtout au Sarajevo par Karadzic, après l'ultimatum de l'OTAN de février 1994. Il est vrai que les deux pays partagent divers intérêts commerciaux et économiques, notamment sur les armes et les combustibles. Les gouvernements britanniques et français sont favorables au pouvoir serbe et à la volonté du gouvernement de Belgrade d'étendre son pouvoir hégémonique sur les autres pays de la Fédération, par fidélité historique et maintes autres raisons et intérêts. Quant aux États-Unis de George Bush, père, son administration a clairement fait savoir que l'Amérique n'avait aucun intérêt à défendre dans les Balkans, aucun à aller se fourvoyer dans cette Europe lointaine en risquant une conséquence humaine et électorale autre que le zéro mort. Davantage encore depuis l'embuscade du 5 juin 1993 en Somalie, qui fera 24 morts et 57 blessés parmi le bataillon des casques bleus pakistanais. Annotation, entre 1993 et 1995, l'ONU perdra 83 casques bleus en Somalie. Fin d'annotation. Puis le raid du 3 octobre 1993 sur cette ligne de partage de la ville de Mogadiscio, qui se solde par la mort de 18 soldats américains et un Malaisien. Cette ligne de Mogadiscio, citée pour la première fois par le général britannique Michael Rose, commandant de la Fort Pronu en Bosnie-Herzégovine en 1994, symbolisera désormais le risque qu'un contingent onusien envoyé en mission de maintien de la paix ne doit en aucun cas franchir. Grâce aux zéro morts américains de la première guerre du Golfe, que les GIs ont mené à 12 000 mètres d'altitude, Colin Powell, alors chef d'état-major de l'armée américaine, pourra répéter « Nous savons agir dans le désert, pas dans les montagnes ». Et quand Bill Clinton, vainqueur de l'élection présidentielle, s'installe à la Maison-Blanche, malgré son intention première de s'engager en ex-Yougoslavie, il hésitera sans cesse durant son mandat entre intervenir ou pas, contraindre les autres permanents à lever l'embargo sur les armes pour la seule Bosnie ou pas, selon ses conseillers, la situation sur le terrain, les relations immédiates des États-Unis avec les autres bigs et la prochaine période préélectorale. Parmi les raisons incitant les gouvernements à maintenir l'embargo sur les armes, l'une serait d'un ordre purement commercial. Les États-Unis préféreront canaliser l'apport d'armement à la Bosnie. La volonté de ne pas engager de troupes, de ne pas intervenir ou le moins possible dans les Balkans sera partagée dès le début du conflit pour des raisons diverses, par tous les chefs d'État, du moins par ceux des P5, quitte à choisir le déni dès les prémices du nettoyage ethnique annoncé. Déplorer une guerre civile dans la poudrière des Balkans et non une barbarie exterminatrice, à 2 heures de capitale d'Europe occidentale, et surtout par un génocide bientôt à l'œuvre, ne pas craindre de prononcer des inepties en alléguant la complexité des relations tribales dans cette région, afin de se camoufler, si besoin était, derrière un « on ne savait pas », on ne pouvait pas savoir, quitte à voter des résolutions onusiennes ubuesques qui prétendent non pas rétablir par la force, mais maintenir une paix inexistante que contredisent tous les jours des attaques d'obus et de roquettes et dont les conséquences seront perverses et meurtrières. Dans sa déposition établie dans le cadre du procès Milosevic, Diego Aria révèle ce qu'il découvrit durant son mandat d'ambassadeur du Venezuela auprès des Nations Unies, mais aussi des années plus tard. Il accuse les 5 permanents et le secrétaire général Boutros Ghali d'avoir procédé à des rétentions d'informations vis-à-vis des autres. Il accuse également Boutros Ghali d'avoir été soumis au P5, ce que confirme le général Quesno. Boutros Ghali était aux ordres des grandes puissances car il briguait un second mandat. L'ambassadeur Arias cite un extrait du livre de David Malone, président de l'Académie internationale de la paix, Decision Making in the Security Council. Le modus operandi à New York connu, afin d'établir les rapports du secrétaire général à l'origine des décisions du Conseil, était de prendre tout d'abord le pouls des 5 permanents et d'établir les paramètres des actions qu'il voulait voir se dérouler sur le terrain. Ainsi, les rapports du secrétaire général se conformaient en amont à leur volonté. Puisque les membres permanents ne partageaient pas les informations avec les non-permanents, que les rapports du secrétaire général étaient soit en retard sur les événements, soit incomplets, c'est par les médias que les autres seraient informés.
mais jamais par la Force-Pronu, ni l'UNHCR, pourtant présents sur le terrain, dont les témoignages étaient toujours filtrés par le secrétariat général. Ainsi, ce sont les reportages filmés d'un journaliste anglais, entré au péril de sa vie dans l'enclave, qui inciteront Diego Aria à mettre en œuvre l'improbable mission de l'ONU à Srebrenica, dont il fut le représentant. L'imposture va s'accomplir. La non-intervention, la passivité tacite, c'est le refus de contrer l'agresseur. Laisser faire, c'est aussi le laisser faire. C'est le laisser agresser, nettoyer, exterminer. Cela peut même signifier une aide substantielle sous couvert de prétendue pacification. Pour exemple, l'embargo sur les armes indique a priori une ignorance absolue de la logistique militaire en ex-Yougoslavie, du nationalisme expansionniste serbe et des tentations de conquête que le président nouvellement élu Slobodan Milosevic insuffle depuis des années à son électorat. Et ce qui ressemble en 1991 à une erreur de jugement n'en fut pas une, si ceux qui prétendaient croire à un conflit ethnique, à une guerre civile entre belligérants, étaient informés des projets criminels sur le point de s'accomplir. Cet embargo serait un feu vert donné au pouvoir serbe, peut-être même une manière à peine détournée et mal camouflée de le seconder dans ses guerres expansionnistes, car la Serbie ne manquait pas d'arguments, contrairement à ses voisines, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Depuis que Milosevic a été élu en 1988 à la présidence de Serbie par le Parti communiste, l'état-major choisi par le commandement suprême purgeait l'armée de la Fédération yougoslave, la JNA, de ses officiers non serbes. Au printemps 1991, réquisitionnée par le pouvoir de Belgrade, la JNA se dit encore armée fédérale, alors que tout l'armement, léger et lourd, est aux mains du régime serbe. La population slovène étant très homogène, la guerre éclair de 9 jours en Slovénie ne prétend pas défendre une minorité serbe. Tout juste sera-t-elle le prétexte idéal pour sortir l'armement lourd des casernes, avant d'investir dans un second temps la Croatie. Et à partir de mi-1991, afin d'accomplir une soi-disant défense des minorités serbes, la JNA pourra nettoyer, puis libérer, l'une après l'autre, les villes croates convoitées. Mais l'Assemblée générale des Nations unies ne peut ignorer longtemps le nettoyage ethnique qui dévaste en l'été 1991 le territoire croate. Le 2 janvier 1992, le médiateur Cyrus Vance sera missionné par l'ONU dans les capitales en conflit pour négocier un cessez-le-feu. Une première mission de maintien de la paix de l'ONU est mandatée afin de le renforcer. Elle s'installe à Sarajevo, choisie officiellement comme QG, car la capitale bosniaque est encore neutre, ce que ne sont, lors de ce premier conflit, ni Belgrade ni Zagreb. Et parmi ceux qui savent déjà que des chars de la JNA s'enterrent dans les montagnes autour de Sarajevo, certains espèrent peut-être que cette logistique onusienne freinera les actions des forces serbes. 14 000 casques bleus sont envoyés sur les lignes de front de Croatie le 21 février 1992, un mois et demi avant les premiers bombardements sur Sarajevo. Mais quand un scénario semblable à celui qui a embrasé la Croatie se produit, au vu de tous en Bosnie, sous les yeux des membres de la Force-Pronu, le secrétariat général de l'ONU refuse d'étendre la mission à cette nouvelle république, qui sera pourtant reconnue le 22 mai 1992 comme membre de l'ONU par l'Assemblée générale des Nations unies. Comme le précise Jacques Julliard, dans le cas de la Croatie, l'agression serbe avait largement précédé la reconnaissance. On ne pouvait donc reprocher à l'ONU sa lenteur. Dans celui de la Bosnie, au contraire, un tel refus équivalait à une autorisation implicite donnée aux Serbes qui pratiquaient le nettoyage ethnique, selon les mêmes méthodes que précédemment. L'ONU ne viendrait qu'après, quand il serait trop tard et qu'il ne s'agirait plus, encore une fois, que de régulariser le crime. Après l'armistice du 2 janvier 1992 en Croatie, l'armement de la JNA se déploie en Bosnie-Herzégovine pour relocalisation, ce qui ressemble dans un premier temps à une erreur d'appréciation fatale, comme le spécifie le plan de paix de Cyrus Vance. Relocalisée sur le sol bosniaque, l'armée prétendument fédérale se scinde alors en deux armées. Le 5 mai 1992, par un tour de passe-passe peu discret qui n'échappera à aucun observateur, l'armée serbe, la VJ, et l'armée serbe de Bosnie, la VRS, qui se contentent de changer les uniformes des troupes et de peindre un nouveau sigle sur les casques et les blindés, puis, durant tout le conflit, le gouvernement de Belgrade continuera à alimenter la VRS en hommes, en soldes et en armement. Mais les deux armées serbes siamoises, qui ont ainsi réquisitionné l'armement ex-fédéral, possèdent encore bien d'autres armes. Peu nombreuses sur le sol croate et bosniaque, les casernes dites fédérales sont majoritairement implantées en Serbie. Cependant, alors que Vukovar est pilonné sans trêve depuis la mi-août, le 13 septembre 1991, à peine 10 jours avant la résolution onusienne, concernant l'embargo sur les armes, les volontaires croates prendront d'assaut 32 casernes et camps militaires de l'ex-JNA établis en Croatie. La guerre des casernes durera 3 jours, les combattants croates la gagneront sur des effectifs serbes peu nombreux. Le gros des troupes étant alors disséminé sur les différents fronts croates, environ 150 chars sont aussitôt réquisitionnés par la toute nouvelle garde croate.
Responsable du décret européen de l'embargo sur les armes, la présidence de la Communauté européenne, soit la représentation entre autres pays, des responsables français, anglais, allemands et italiens, dénonce aussitôt cette action comme un fait de guerre. Alors que de nombreuses localités croates ont déjà subi des massacres, alors que Vukovar est bombardée jour et nuit, et c'est une ville en miettes et en cendres qui capitulera le 18 novembre 1991, mal armée mais refusant de se livrer à l'assaillant, la Croatie est accusée de contribuer à l'escalade de la guerre. Patrice Canivez le confirme. La bonne victime est pure et désarmée. Si elle résiste, si elle se défend par les armes, elle rentre à son tour dans la catégorie des fauteurs de guerre et devient co-responsable du conflit, avec ceux qui en ont pris l'initiative. Annotation, Vukovar, Sarajevo, la guerre en ex-Yougoslavie. Fin de citation. Fin d'annotation. Après les premiers bombardements intenses sur Sarajevo, début mai 1992, la grande caserne du maréchal Tito, sur la large avenue Titova, plus connue dorénavant sous le nom de Sniper Alley, est elle aussi pillée. Puis c'est le grand convoi militaire de la JNA se retirant des casernes du centre-ville avec les archives et de nombreuses pièces d'armement qui est attaqué. Mais la quinzaine de T-54-55 obsolètes récupérés par les ligues bosniaques demeure pathétique face aux 260 chars de combat de l'armée serbe qui encerclent la capitale. Ce avant que l'administration de Bill Clinton, nouvellement élue à la présidence des États-Unis, ne fasse tomber sous parachute des palettes d'armes sur le mont Igman, au nord-ouest de Sarajevo, entre mars 1993 et mars 1994, ce que Clinton sous-entend dans son autobiographie. Dans la mesure où l'enjeu était la survie de la Bosnie, nous n'avions pas été très stricts sur l'embargo, ce qui a permis aux Croates et aux Bosniaques de se procurer des armes qui les aidèrent à survivre. Se préparant depuis plus de 2 ans à des guerres d'expansion et d'extermination, Milosevic a également donné l'ordre dès mars 1991 de transférer dans les dépôts de Serbie tout l'armement conservé jusqu'alors dans les nombreuses défenses territoriales de la Fédération. Ces réserves d'armes voulues par Tito, présentes dans chaque localité de chaque république de la Fédération, auraient permis de lever en une nuit une armée immense et aussitôt offensive. C'est dans la perspective d'une possible attaque de la Yougoslavie par le pacte de Varsovie à l'est et par l'OTAN à l'ouest que Tito organisa cette armée latente, à l'image de son armée de partisans de la Seconde Guerre mondiale, de ce peuple en armes, prêt à mener contre l'agresseur une guérilla qui a déjà fait ses preuves. Les réserves d'armes légères, ces innombrables caches d'armes de Croatie et de Bosnie, sont forcées par les membres de la JNA, les fusils d'assaut et les AK-47, datant de la Seconde Guerre mondiale mais régulièrement révisés, étant réquisitionnés par les autorités serbes à la veille de l'agression. Par cette action, on ne peut plus contraire à une constitution fédérale. Les républiques croates et bosniaques sont pillées de leurs réserves d'armes légères alors que la Serbie en regorgeait déjà. Mais la Serbie a encore bien d'autres ressources. Les usines d'armement de l'ex-Yougoslavie sont pour la plupart implantées dans le nord de la Bosnie, un territoire nettoyé en 2 mois au printemps 1992 et aussitôt sous contrôle des autorités serbes de Bosnie. La Serbie est un thésauriseur d'armes et de munitions, bientôt un important consommateur mais aussi un gros pourvoyeur, notamment entre l'Irak et Saddam Hussein. Les usines d'armement tournaient à plein rendement et depuis longtemps. Le budget alloué à l'armement de la JNA a considérablement augmenté malgré la situation économique désastreuse dans la fédération. Depuis son accession au pouvoir, Milosevic fait supporter un très lourd effort de guerre aux autres futures républiques, au bénéfice de la seule Serbie et au détriment financier de celle que ses forces vont bientôt dévaster. Car si les réserves en armes légères et en munitions de la JNA sont immenses, c'est à l'étranger, notamment auprès de l'armée russe, que la Serbie se procure l'armement lourd et les avions bombardiers qui lui manquent. Un embargo, quel qu'il soit, créait toujours une gêne commerciale, du moins momentanée parmi les fournisseurs. Mais si certains pays qui ont imposé en 1991 l'embargo sur les armes sont également marchands d'armes, ce qui est le fait de tous ceux qui en fabriquent, c'est bien que les déficits calculés ne seront pas si conséquents. Ou qu'à cet inconvénient, il a été pallié à temps. Vendre des armes à un pays sous embargo est certes illégal, que le vendeur soit officiel ou officieux, mais l'opération sera d'autant plus juteuse pour ceux qui bénéficient des rétrocommissions. Par ailleurs, signer des accords de vente d'armes juste avant qu'un embargo ne soit décrété par des accords commerciaux, qui devront dès lors être honorés, n'est pas illégal et d'un tout aussi grand profit. Ainsi, à l'automne 1991, alors que les différents États de la communauté internationale et du Conseil de sécurité décrètent un embargo sur les armes en ex-Yougoslavie, la Serbie détient déjà quasiment tout l'armement de la JNA, tandis que la Croatie ne dispose pas de plus de 15 000 fusils. Quant à la Bosnie-Herzégovine, elle en est totalement démunie.
Si tel n'était pas le cas, aurait-on pu vu surgir, au printemps 1992, dans Sarajevo assiégé, aux côtés de vieilles mais inusables Kalachnikov AK-47, des revolvers bricolés avec des tuyaux à gaz ou des lance-grenades fabriqués avec godets, cadres de bicyclettes et ressorts d'amortisseurs de camions, armes artisanales dont témoignent de nombreuses photos. Voulu par l'Europe occidentale, les États-Unis et la Russie, cet embargo sur les armes affaiblies jusqu'à l'impuissance que la Serbie s'apprête à attaquer, assiégé et massacré. Les livres en main liés à leurs assaillants, il sert sans conteste l'entreprise criminelle de Milosevic. Pour Diego Arias, cette résolution vide de sens était un pur habillage, démagogique, d'autant que n'imposant aucune mesure de rétorsion, les infractions et les commerces parallèles seraient nombreux. Arias affirme que cette première résolution n'a été votée que parce que les non-permanents n'étaient pas informés de la réalité de l'armement en ex-Yougoslavie, ni des implications réelles de l'embargo. Ils étaient les seuls au Conseil de sécurité à ne pas savoir que seul le gouvernement du président Alija Izetbegovic n'avait pas d'armes, ni même de forces armées régulières. Ce qui ressemblait à un acte moral était en fait l'équivalent d'une sentence de mort préméditée. On attendait des Bosniaques qu'ils se laissent rouler sur le bas-côté en faisant le mort. Cela ressemblait à une action préméditée qui permettrait à Belgrade de gagner rapidement la guerre. À en croire les gouvernants et les résolutions du Conseil de sécurité, contre toute vraisemblance, la méconnaissance des politiques des diplomates des bigs sur l'arme serbe fut totale. Aucune mise en garde n'aurait non plus été formulée sur la réalité des objectifs de Milosevic. Aucun renseignement, aucune intelligence britannique ou américaine n'aurait informé à temps les chancelleries sur les crimes contre l'humanité perpétrés dès le début du nettoyage ethnique à 3 heures d'avion de Londres. De même, en 1995, avant la chute de Srebrenica, aucune écoute ou décryptage, pas un satellite, aucun drone ni avion de reconnaissance n'entendra, ne verra ou ne transmettra les nombreux indices révélés depuis qui dénoncent la planification de l'offensive. Aucun service de renseignement occidental n'aurait intercepté, durant les 6 mois précédant l'attaque, les nombreuses conversations téléphoniques entre Belgrade et Pâle, entre Slobodan Milosevic et Radovan Karadzic, entre Ratko Mladic, commandant de la VRS, et le général Perizic, le chef d'état-major de la VJ à Belgrade, alors que peaufinant l'assaut final, tous communiquèrent régulièrement. Aucun renseignement n'aurait entendu non plus. Après la chute de Srebrenica, les nombreuses demandes de pelleteuses émises dans l'affolement par divers commandements de la VRS entre le 14 et le 16 juillet 1995, pourtant plus faciles à intercepter, le codage étant moins conséquent dans un QG de campagne. Or, ces écoutes existent. Elles ont été révélées par le TPI lors du procès du général Krstić. Ainsi, aucun observateur occidental n'aurait entendu en temps réel les ordres codés des officiers serbes qui répètent marchandises et colis à distribuer pour signifier musulmans à exécuter, et qui, paniqués, se trompent parfois dans l'énoncé. On a des problèmes avec les personnes, enfin je veux dire avec les colis, mais je ne peux rien faire sans 15 ou 30 hommes, je ne plaisante pas, j'ai encore 3500 colis à distribuer. On ne savait pas, on ne pouvait pas savoir. Et pourtant, il est admis dans le rapport de la NIOD hollandaise, dans le cadre de l'enquête menée sur les renseignements, que les nombreuses écoutes enregistrées existent bien, mais non encore déclassifiées par les gouvernements les détenant, même dans le cadre d'une coopération avec le TPI, pourtant juridiquement imposée aux États membres de l'ONU. Par ailleurs, un premier rapport de la CIA, daté de décembre 1989, était assez alarmiste sur les conséquences d'un démantèlement de la Fédération yougoslave pour que nul, du moins dans l'administration américaine, n'en ignore les dangers. Annotation Milosevic ou la diagonale du fou, Florence Hartman de Noël, 1999. Fin d'annotation. 2 journalistes américains, Charles Lane et Tom Schonker, publieront dans la revue The New Yorker Review of Books du 9 mai 1996 une analyse des éléments collectés auprès de divers membres de la CIA sous le titre « Bosnie, ce que la CIA ne nous a pas dit ». Il semblerait que, dès 1991, la CIA et la NSA américaine décodaient les communications téléphoniques, notamment celles des lignes directes en câble de fibre optique, où les lignes militaires relient les commandements politiques et militaires et les commandants militaires à leurs subordonnés. Quant aux satellites, tels les communs, Elin, Sigin ou Vortex, ils effectuaient la plupart des autres interceptions et ne pouvaient ignorer aucune des communications sur téléphone satellitaire. Les compagnies Microsoft et Motorola fournissant matériel électronique et téléphones portables, les autorités serbes et bosno-serbes, ainsi que leurs armées, leurs polices et leurs milices céderaient quant à elles très tôt aux pressions de la CIA. Elles accepteront d'installer dans le matériel vendu aux instances serbes et bosno-serbes des Black Doors, éléments filtrant les codes et simplifiant le décryptage. Et si l'on se demande pourquoi la CIA portait un tel intérêt aux administrations serbes, la réponse s'impose. Elle possédait d'ores et déjà suffisamment d'éléments sur leurs objectifs prochains pour vouloir demeurer informés.
Le rapport de la NIOD consigne également le témoignage d'un diplomate occidental qui, sous le sceau de l'anonymat, confirme l'existence de ces écoutes au très officiel enquêteur de l'Institut néerlandais. Au printemps 1995, 5 politiques et diplomates seront reçus à la Maison-Blanche par Al Gore, vice-président de Bill Clinton, dont Carl Bildt, missionné par l'Union européenne comme négociateur auprès des autorités de Serbie et de Bosnie, et Michael Steiner, le représentant allemand du groupe de contact. Bildt tentera d'opposer une image moins sombre de Milosevic au personnage que décrit Gore, mais sans le convaincre. Contredisant Bildt, Gore lui lut alors des écoutes de communication entre Milosevic et Mladic, se concertant au sujet de l'attaque sur Srebrenica. En 1995, les écoutes anglo-saxonnes participant au réseau Échelon sont les seules capables d'intercepter et de traiter de manière globale toutes les émissions radioélectriques serbes. Or, de telles écoutes prouvant l'ingérence de la Serbie et la responsabilité pénale de Milosevic dans les événements de Srebrenica, dont des intercepts sont classés depuis 1995 dans un bureau de la Maison-Blanche, n'ont été citées jusqu'à présent dans aucun procès du TPI. Elles n'auraient donc pas été transmises au bureau du procureur. Autre indice, sinon preuve de la prolifération des écoutes, des communications entre les dirigeants serbes et bosno-serbes, ainsi que leurs lieutenants, furent interceptés et enregistrés dès 1991 par les services de renseignement bosniaques. Les services bosniaques seraient-ils plus performants que les occidentaux ? Ce sont plus de 150 écoutes qui ont été ainsi répertoriées entre responsables politiques, entre responsables et état-major, majoritairement entre Milosevic et Karadzic, mais aussi Karadzic et Drobika Kozic, Karadzic et Biljana Plavsic. Révélées par le TPI au cours de la phase accusatoire du procès Milosevic à l'automne 2003, elles sont rassemblées depuis janvier 2004 sur le site internet domovina.net qui les a aussitôt intégrées dans ses archives de 1991 et 1992. Tout internaute peut dès lors entendre ces dialogues, tout en lisant les transcripts en serbe ou en anglais. Ce sont des discussions pratiques, des conversations de malfaiteurs, souvent goguenards peaufinant les derniers détails de leurs mauvais coups. Ils précisent les minutieux préparatifs, vérifient que les ordres donnés ont bien été exécutés, que le dispositif se met en place. Un dialogue définit le nombre de chars de la toute nouvelle VJ prêts à traverser la rivière Drina, la frontière naturelle entre la Serbie et la Bosnie, pour rejoindre la petite ville montagneuse de Pal, dominant Sarajevo. Un autre donne le nom des seconds couteaux chargés de distribuer des armes à la population civile dans telle ou telle localité. Ces conversations dévoilent l'organisation précise du nettoyage ethnique, la stratégie de l'agression qui, dans un premier temps, libérera les villes convoitées en Croatie avant de ravager la Bosnie. Elle prouve sans controverse possible l'étroite collusion existant entre les pouvoirs serbes et bosno-serbes et la culpabilité de Milosevic au sommet de la hiérarchie de son entreprise criminelle conjointe. Mais ces écoutes dénoncent aussi la connaissance qu'avaient sans conteste certaines grandes puissances des objectifs de Slobodan Milosevic, et ce, dès l'été 1991, la première conversation interceptée datant du 29 mai 1991. Car si les renseignements bosniaques enregistraient et décodaient ces communications, ce n'était certainement pas pour le plaisir de les écouter en boucle, mais bien pour alerter les hauts responsables occidentaux des menaces pesant sur la Bosnie, afin que ceux-ci défendent leur pays contre les prédateurs, et que ce soit les renseignements bosniaques qui les aient transmis aux chancelleries occidentales, ou que les services occidentaux les aient interceptés eux-mêmes, importe peu. Les premières écoutes précèdent d'un mois la pseudo-guerre de 9 jours en Slovénie qui offre le prétexte à Milosevic de sortir l'armement lourd des casernes. Ainsi, plus d'un mois avant que la communauté européenne ne décrète l'embargo sur les armes, la planification de l'agression existait sur bande magnétique, à la seule fin d'être partagée, alors que l'information concernant les objectifs du futur agresseur circule déjà. De nombreux responsables occidentaux déclarent craindre la dislocation de la Yougoslavie et d'agir que pour le maintien des pays yougoslaves en une fédération unie et pacifiste. L'existence des écoutes dénonce le mensonge et le soutien apporté à celui qui n'a jamais œuvré qu'en vue de l'éclatement de la Yougoslavie, qui n'avait comme objectif que de construire sur les gravats d'une fédération moribonde une grande Serbie illusoire, dont toute population non serbe serait anéantie. Quand la guerre aura détruit les infrastructures de communication et du renseignement, d'autres seront créées à la hâte dans un premier temps moins performantes, mais informées comme ils le sont durant les premières années du conflit, nul doute que les dirigeants occidentaux mettront en œuvre au plus tôt les structures nécessaires pour en suivre les objectifs et les implications, et ce jusqu'en 1995. Il est peu probable que ceux qui avaient accès aux écoutes dès 1991 n'aient pas su ce qui se tramait de longue date, l'assaut final sur Srebrenica et sa population déjà moribonde. Ce n'est pas cette évidence qui empêchera le général Heinrich,
anciennement chef du service action de la DGSE, puis directeur du renseignement militaire DRM, de 1992 à 1995, de nier devant la mission d'information française que ces services aient pu procéder à des écoutes en ex-Yougoslavie. À l'entendre, les services français n'en auraient pas la compétence. Après un demi-siècle de collaboration de tout ordre, notamment dans le domaine de l'armement et de la communication entre les deux pays. Mais le général Heinrich ne craint pas non plus de se contredire lors de son audition. Concernant l'imminence d'une attaque contre Srebrenica, oui, nous en avons été informés. Autre coïncidence excessive, comble de malchance, alors qu'avec l'accord tacite des grandes puissances, Srebrenica va tomber aux mains de ceux qui la convoitent depuis plus de 3 ans. Aucun satellite, aucun avion de reconnaissance, U-2, RC-135 ou F-16, chaque drone, aucun drone, pas même les tout nouveaux prédateurs munis de caméras vidéo, n'aurait capté la moindre image ni même survolé le ciel bosnien durant la chute de l'enclave. Puis, durant le massacre des hommes, tandis que les yeux de la diplomatie internationale sont rivés sur la zone de sécurité qui vient de tomber et dans laquelle demeurent 30 000 Bosniaques et 350 Hollandais à exfiltrer. C'est du moins ce que prétendra le déni officiel, on ne savait pas, on ne pouvait pas savoir. À moins qu'il n'ait pas été demandé aux analystes qui reçoivent les clichés de les traiter en priorité. Cependant, depuis mars 1993, depuis que Bill Clinton a ordonné davantage de surveillance en ex-Yougoslavie, dans le but de connaître la vulnérabilité des pilotes américains de l'OTAN et d'y remédier, les photos prises du ciel ne sont plus traitées et analysées en Grande-Bretagne, mais toujours dans l'urgence en Italie, dans un laboratoire plus proche du ciel de Bosnie. Par le déni consensuel du « on ne savait pas, on ne pouvait pas savoir », les responsables de la communauté internationale confirmeraient une prétendue absence ou ignorance de l'existence des images. Or, il s'avère que, même si les images existaient, non pas pour dévoiler l'ampleur des atrocités commises, mais pour des raisons stratégiques habituelles, notamment afin de détecter l'emplacement des lance-missiles sol-air de la VRS, les espions du ciel ont bien survolé le territoire bosniaque et ont pris des centaines de clichés. Mais les images d'avions ou de satellites ne sont traitées qu'à la demande des gouvernements. Ainsi, les informations ne parviendront pas à ceux qui ne les demandent pas, encore moins à ceux qui n'en veulent pas. Et ce n'est que le 10 août, soit un mois après les massacres, que contrainte par l'insistance des médias, Madeleine Albright, ambassadeur des États-Unis, auprès des Nations Unies, confiera les premiers et soi-disant seuls clichés pris par un avion U-2 aux membres du Conseil de sécurité puis à la presse internationale. Des images datant d'avant le 11 puis d'après le 17 juillet 1995, soit des photos avant les massacres et après l'ensevelissement des corps dans les fosses communes, un terrain vierge puis la terre retournée des charniers. Mais rien d'autre soi-disant entre les deux dates, aucun stade, aucun carré d'herbe vu du ciel, investi par des fournées d'hommes qui vont bientôt tomber à l'horizontale sur la photo suivante. Plusieurs années seront nécessaires avant que des clichés fixant des hommes debout dans un stade soient finalement révélés au TPI. Par l'administration américaine, dans le cadre du procès Kritić, plus de 700 hommes rassemblés sur le terrain de football de Nova, Kasaba, puis plus d'hommes et dans les proches environs 4 sites où la terre retournée indique la présence des charniers. L'image est devenue la hantise des politiques. La puissance du constat, la preuve par l'image d'un massacre commis en direct sous l'objectif, provoquerait l'émotion des opinions publiques. La même que celle ressentie en août 1992 face aux hommes squelettiques des camps, derrière les barbelés, ou encore le 1er juin 2005, quand les téléspectateurs seront réveillés de leur torpeur par un film projeté dans la salle d'audience du TPI, puis sur les télévisions du monde entier qui dénoncent une unité de scorpions, membres de la police secrète du ministère de l'Intérieur serbe, torturant puis exécutant 6 jeunes gens de Srebrenica. Livrer les photos des espions du ciel aux opinions publiques en juillet 1995 serait réduire à l'aveu toutes ces années de laisser-faire et de déni. Mais assumer ultérieurement leur existence, n'est-ce pas aussi reconnaître qu'elles ont probablement été vues dans l'instant, ou du moins en léger différé par des responsables politiques? Ceux qui ont vu les hommes tomber ne sauraient que faire d'un tel brûlot d'informations, mais réfuter l'existence des images des exécutions massives qui ne font que corroborer ce que les autres formes de renseignement ont déjà dévoilé, n'est-ce pas avouer de nouveau une passivité coupable? Des journalistes français, anglais et américains ont enquêté. Parmi eux, certains dénoncent depuis longtemps les invraisemblances des dénégations de la communauté internationale. Quand paraissent à partir du 2 août 1992 les premiers articles de Roy et Gutmann sur les camps de concentration et d'extermination du nord de la Bosnie, Radovan Karadzic se trouve au siège européen de l'ONU à Genève, convié à participer aux pourparlers d'une conférence de paix avec les honneurs dus à un chef d'État.
Pris à partie devant de nombreux témoins de la presse et de la diplomatie par un journaliste de la chaîne britannique ITN, Karadzic dénonce la mauvaise foi des articles de Gutmann et nie les mauvais traitements infligés dans ces lieux de détention. La journaliste le met alors au défi de la laisser en juger par elle-même. Les tortionnaires des camps auront à peine le temps de faire lessiver par les détenus les murs ensanglantés et de transporter les femmes esclaves sexuelles, annotation esclavagisme sexuel, terme juridique reconnu par le droit international, depuis la jurisprudence du jugement par le TPI de Drago Ljub Kunarak, Radomir Kovac et Zoran Vukovic, le 22 février 2001, qui pratiquaient ce crime contre l'humanité parmi d'autres tortures dans les camps de viol de Foka. Condamnés respectivement à 28, 20 et 12 ans d'emprisonnement, ils purgent leur peine. Fin d'annotation. Dans d'autres lieux que l'équipe d'ITN approche déjà des barbelés. Sous la canicule, l'herbe craque sous les pas. Zoom avant émacié au torse nu, aux côtes et aux omoplates saillants, aux pupilles fixes de la faim et de la terreur. Devant l'objectif, les hommes regardent hébétés cette jeune femme blonde qui approche. Avant la publication de son livre en 1993, Gutmann ne cessera d'enquêter. Ainsi dénonce-t-il dans les premiers chapitres les révélations que la CIA et la NSA communiquaient au département d'État et qui ne seront jamais suivies de réaction. Il affirme que dès 1990, la CIA estimait que la Yougoslavie était condamnée à éclater. Et en décembre 1991, alors que le siège de Sarajevo s'organise dans les montagnes encerclant la capitale, des photos de satellites américains révéleraient la présence des chars et des lance-roquettes serbes sur les crêtes stratégiques. Ainsi, quelques mois avant les premiers bombardements, l'objectif du siège et du pilonnage d'une capitale européenne était connu des responsables américains et de leurs alliés européens. Les membres des services de renseignement, qui informent les journalistes, veulent tous préserver leur anonymat, ce qui est habituel à leur fonction, et guère surprenant dans ce contexte. Ce qui les incite à donner les informations aux médias est souvent une réelle indignation devant les faits dont ils ont connaissance, mais aussi une réaction au silence et à la passivité des gouvernants. Ed Vulliamy, autre lauréat du prix Pulitzer, pour ses enquêtes et reportages sur le conflit bosniaque, publie un article le 20 mai 1995, soit un mois et demi avant la chute de Srebrenica, dans le Guardian britannique. Il dévoile à son tour que des avions U-2 de la NSA ont photographié en décembre 1991 les tranchées creusées autour de Sarajevo. Puis que des analystes de la CIA et de la NSA avaient affirmé au secrétaire d'État de l'administration Bush, James Baker, que ces armes lourdes enterrées dans les montagnes étaient alors sans défense et vulnérables, et que 95% d'entre elles pouvaient aisément être détruites en un seul jour. Les agences de renseignement américains sont aussi jalouses de leurs prérogatives que respectueuses de la tradition du secret. Mais celle-ci devient aisément le paravent idéal quand sont révélées au grand public des erreurs et lacunes de la politique. Samantha Power, annotation grand reporter pour le Washington Post durant le siège de Sarajevo, lauréate du prix Pulitzer pour son livre A Problem from Hell, America and the Age of Genocide, elle enseigne les droits de l'homme à l'université de Harvard. Fin d'annotation. Après la chute de Srebrenica, les États-Unis tentèrent de défendre leurs services secrets et l'échec de leur politique. Ce ne fut pas chose facile. Les membres du gouvernement Clinton pouvaient difficilement admettre qu'ils savaient que les Serbes allaient commettre ce qu'ils ont commis sans avoir rien fait pour l'éviter. Mais admettre qu'ils n'avaient pas prévu le massacre révélerait d'autres faiblesses. Il est probable que des satellites européens, moins performants que le matériel américain, ont vu aussi l'organisation du siège et du futur bombardement de la capitale. Ceux-là ont eu plus de 3 mois avant que les premiers obus ne tombent sur la ville, pour analyser les clichés pris un jour sans nuages. De chaque côté de l'Atlantique, tous sont su et à l'avance. Mais rien ne sera tenté pour enrayer la machine de guerre qui rassemble ses forces et ses armées devant les observateurs impassibles, indifférents, complices. D'évidence, les renseignements internationaux surveillaient depuis longtemps les zones de sécurité et davantage encore au début de l'été 1995. Mais la CIA voulait préserver à la fois ses secrets, ses méthodes de travail et la société civile américaine elle-même, car l'indignation de son opinion publique devant les atrocités commises contraindrait alors le gouvernement américain à engager ses troupes dans une action militaire. Dans une région où, comme l'affirmait George Bush, l'Amérique n'a aucun intérêt. Davantage durant une année électorale où risquer des pertes d'hommes dans une Europe aussi lointaine serait politiquement suicidaire, 2 journalistes français travaillant pour le journal La Croix, Jean-François Boutor et Béatrice Toulon, publient le 10 juillet 1996 un article sur les écoutes internationales concernant Srebrenica.
Il relate que, entre autres services secrets, les renseignements français et américains ont intercepté à partir du 17 juin 1995 des communications entre Mladic et Perezic planifiant l'assaut sur Srebrenica. L'objectif des agresseurs n'était alors, semble-t-il, qu'une réduction de l'enclave. Les 20 et 21 octobre et 1er novembre 1996, 3 articles parus dans le Tageszeitung allemand traiteront du même sujet, avec des informations complémentaires confirmant celles de la Croix. Richard Holbrooke, le principal négociateur américain travaillant dans la perspective du traité de Dayton-Paris, publie en 1999 un livre intitulé To End a War, dans lequel il se révèle. Bien qu'on n'ait pas su les détails, personne ne pouvait douter que quelque chose de vraiment horrible se passait à Srebrenica, mais les détails qui manquent à Richard Holbrooke ne changeraient rien à ces certitudes. Nul besoin de précision pour agir. Un autre journaliste américain, Mark Danner, mènera la suite de l'enquête, mais sans nouvelles découvertes. Sinon le fait qu'il n'y aurait rien d'autre à découvrir. Et la conclusion qui s'impose, j'aurais aimé apprendre que des officiels américains, sachant comme Richard Holbrooke que quelque chose de vraiment horrible se passait, et que des atrocités auraient lieu, surveillaient de près les activités de Mladic. Cependant, il n'existe aucune preuve d'un semblable effort de la part de responsables américains, aucune tentative de recherche d'atrocités en temps réel. Annotation. In the Killing Fields of Bosnia, The New York Review of Books, 24 septembre 1998. Fin d'annotation. Après que le ministre bosniaque des Affaires étrangères, Mausa Sirbe, aura rejoint Madeleine Albright au sujet des tueries du 13 juillet, elle téléphonera à Samuel Berger. Le conseiller pour la sécurité nationale à la Maison-Blanche, celui-ci l'incite à demander des preuves de ces allégations à l'Intelligence Community, l'improbable communauté des services secrets. Mais la demande d'Albright demeure lettre morte, semble-t-il, et ce n'est que 3 semaines plus tard qu'elle transmettra victorieusement au Conseil de sécurité les images photographiées par les avions U-2 de la terre retournée des charniers. 3 semaines après que les hommes exécutés seront ensevelis dans les fosses communes, Mark Danner affirme que la requête de Madeleine Albright aurait sans doute été suivie d'une recherche immédiate, si elle avait été présentée par Samuel Berger, le conseiller à la Maison-Blanche lui-même. Les images captées par satellite ou avion U-2 étant rarement vues et étudiées en temps réel, il est probable que les spécialistes travaillant au Centre national d'interprétation photographique n'ont pas reçu l'ordre mi-juillet de rechercher en urgence des preuves d'existence d'atrocités ou de fosses communes en Bosnie, car une telle recherche n'était pas une priorité militaire. Les renseignements procèdent dans tous les pays selon le même mode d'emploi. A priori, ce ne sont pas les fonctionnaires de ces administrations, au service du pouvoir, qui brandissent preuves et indices, ce sont les responsables des institutions gouvernementales qui doivent les réclamer. Du moins faire savoir combien le sujet leur importe. Les renseignements ne remontent pas d'eux-mêmes à la surface. Ainsi, des centaines de clichés peuvent être pris par les objectifs, les drones, avions U-2 et satellites sans être traités dans l'instant. Cet argument, qui dénonce soit une profonde indifférence, soit une volonté de ne surtout rien savoir, est le seul que les responsables occidentaux opposeront à de futures accusations de non-assistance à population en danger. Mais comme le suggère Mark Danner, en conseillant à Albright de se renseigner plus avant, Berger pensait peut-être que des preuves d'atrocités commises pourraient servir, sur un plan diplomatique, à contraindre les Serbes à un accord. Car il n'y a aucune raison de penser que Berger aurait cherché ces preuves juste dans le but de sauver des vies. Agir ainsi risquait d'entraîner l'administration de Clinton vers un engagement qu'elle avait toujours évité. Le 9 juillet 1996, Boutors et Toulon publient dans la Croix la conclusion de leur nouvelle enquête sans en dévoiler la source. La révélation provient d'un haut fonctionnaire américain responsable en 1995 du bureau de la CIA dans une capitale européenne. Il a témoigné de ce qu'il a vu sur les écrans de la salle des observations de la CIA le 13 juillet 1995 à Langley, près de Washington. Il a décrit ces images qui ne cessent de le poursuivre. Des hommes debout, cernés par d'autres en armes, qui vont tomber, allongés sur le sol, morts. Le responsable américain est affirmatif. Nous avons prévenu immédiatement tous les partenaires des États-Unis. Personne n'a agi. Il est vrai que les responsables occidentaux n'auraient entendu là que ceux qu'ils anticipent déjà, après la disparition de milliers d'hommes séparés de leurs familles et emmenés vers des destinations inconnues, leur anéantissement. Les journalistes de la Croix sont formels. L'opinion publique, elle, ne sera jamais alertée. On ne dira jamais que les dirigeants occidentaux ont su tout de suite. On se contentera de faire savoir que l'on craint de possibles massacres. Quand on possède les preuves et les documents qui prouvent qu'ils ont eu lieu.
Les Occidentaux simuleront une recherche sur les possibles charniers. Mais après avoir interrogé Richard Holbrooke le 15 février 1996, Boutor et Toulon peuvent affirmer la CIA espionnait tout ce qui se passait. Aucune révélation aussi effroyable fût-elle n'aurait pu décider les Occidentaux à recourir à la force pour sauver des milliers de vies humaines. Et pourtant, malgré toutes les dénégations, l'ex-Yougoslavie fut sans conteste pour les fonctionnaires du département d'État américain l'entité la plus écoutée, photographiée, filmée, enregistrée et interceptée de toute l'histoire de l'humanité. Tant par les services américains qu'européens, pour la Grande-Bretagne par tradition d'intelligence, pour la France fortement implantée en Serbie, par fidélité historique et intérêt économique de tous ordres. Quant à la CIA, elle n'a pas tant investi en matériel électronique en ex-Yougoslavie pour dénoncer les crimes contre l'humanité qui y sont commis, que pour prévenir tout danger encouru par les pilotes américains de l'OTAN ou par d'éventuelles troupes au sol. Cependant, les coups de fil hystériques du gouvernement bosnien à tous les chancelleries, un télégramme américain classifié daté du 13 juillet citant de nouvelles alarmantes sur les forces serbes commettant toutes sortes d'atrocités, un autre du 19 juillet de l'assistante du secrétariat des droits de l'homme John Chatuk résumant des rapports épouvantables sur des exécutions sans sommation sur des kidnappings et viols de femmes. Tous les télégrammes sont alarmistes quant au sort subi par les prisonniers de Mladic, éprouvant la connaissance que tous ont de l'horreur du destin des hommes de Srebrenica. Mais pas une chancellerie, pas un gouvernement occidental ne réunira ses responsables pour évaluer le danger et éventuellement tenter d'extraire les condamnés des serres de leurs bourreaux. Pas une. Lors d'une conférence donnée le 12 juillet 2005 à Sarajevo, annotation conférence internationale sur le génocide bosnien, Sarajevo du 12 au 15 juillet 2005, qui préfère garder l'anonymat, une fois que les hommes furent aux mains de Mladic, nous les avons oubliés, car nous savions que nous ne pourrions rien faire pour eux. Power confirme également, pour savoir ce que Mladic prévoyait, il aurait suffi de considérer le destin de la population comme prioritaire. Le fait qu'il n'y ait pas eu de télégramme précis sur les centaines de personnes qui viennent d'être massacrées dans le hangar de Kravika ne signifie pas que l'administration américaine ne sait pas qu'ils ont été tués. Cela signifie qu'ils en savent assez pour ne pas demander d'informations supplémentaires. Car on ne demande pas d'informations quand on n'a pas l'intention d'agir. Les preuves étaient disponibles, on le sait, puisque les États-Unis délivrent désormais des renseignements par bribes, certes, au TPI. Mais contre toutes les évidences, le démenti demeure. Pas vu, pas su, pas transmis. Dans la conspiration du silence, parallèlement à la haute technologie, le renseignement humain n'aurait pas non plus été les plus performants. Pour communiquer les innombrables télégrammes ou rapports, la chaîne de commandement de l'ONU procède par téléphone, fax et télégramme, câblé, codé, satellitaire ou par le système RITA, de transmission intégrée qui annonce le futur Internet. Les étapes sont nombreuses du terrain vers Zagreb puis New York, ou en sens inverse, du haut commandement vers le théâtre des opérations. Elles sont autant de freins et de trappes possibles, de sources d'erreurs, d'incompréhension et de dissimulation. Au printemps et en été 1995, le colonel hollandais Karmans, commandant du Dutchbat 3 à Potokari, envoie ses rapports par fax au colonel Brands, commandant du secteur nord-est hollandais, lui aussi basé à Tuzla. Durant l'attaque, dans la panique, il demandera par téléphone un certain nombre d'appuis aériens rapprochés, Close Air Support, CAS, demande qui se volatiliseront, jusque dans les mémoires. Un fax disparaîtra lui aussi. Le colonel Brands transmet à son tour les demandes au général hollandais Sis Nicolai, chef d'état-major de la Force Pronu, pour la Bosnie-Herzégovine à Sarajevo. Mais ignorant souvent l'étape de Tuzla, Karmans communique directement avec Nicolai, surtout quand il espère des directives dans l'urgence. Ce manquement, l'une des raisons de malentendus et de disparition de documents, est néanmoins compréhensible. Nicolai et Karmans se connaissent de longue date, le général Nicolai ayant été l'un des professeurs du colonel Karmans d'août 1982 à 1984, à l'école supérieure de guerre. Nicolai communique alors les informations à son supérieur hiérarchique, le général britannique Rupert Smith, commandant de la Force Pronu en Bosnie-Herzégovine, dont le QG se situe dans le même bâtiment à Sarajevo. Basé à Zagreb, l'échelon hiérarchique suivant est représenté par le commandant de la Force Pronu, pour l'ex-Yougoslavie, le général Bernard Janvier, et son état-major composé d'une quinzaine d'officiers de nationalités différentes. Le haut commandement militaire est assujetti au représentant spécial auprès du secrétaire général. En civil, Yasushi, Akashi, la hiérarchie supérieure, soit le secrétariat général de l'ONU et à New York, le secrétaire général lui-même, Boutros Boutros-Ghali, et le sous-secrétaire responsable des missions de maintien de la paix, Kofi Annan. Ce sont des membres du secrétariat général qui amalgament les rapports et télégrammes provenant du théâtre afin de rédiger le rapport mensuel du secrétaire général
que celui-ci présentera devant le Conseil de sécurité. Les directives provenant du Conseil suivant, en sens inverse, le même parcours avec les mêmes étapes, Zagreb, Sarajevo, Tuzla, Potokari. C'est du moins ce qui devrait se poursuivre s'il n'existait les rétentions d'informations. Au même niveau hiérarchique que le général Nicolai, le général Gobillard commande le secteur Fort Pronu de Sarajevo. C'est à lui, pour de simples raisons d'ancienneté de mandat, que seront attribuées les responsabilités du général Smith, quand celui-ci quitte le théâtre, précisément entre le 1er et le 12 juillet 1995, mais l'habitude de la piste hollandaise étant prise depuis longtemps, et Gobillard étant auparavant responsable uniquement de Sarajevo et de Tuzla. Cet échelon hiérarchique ne sera jamais respecté par le général Nicolai durant la chute de Srebrenica. Celui-ci continuera en revanche à correspondre avec l'assistant militaire de Smith, le commandant James Robert John Baxter, en liaison constante par téléphone satellitaire avec son supérieur. En vacances sur une île croate, tandis que Srebrenica s'effondre. Il est vrai que le bureau de Baxter est voisin de celui de Nicolai. Ainsi informé, à en croire Alija Izetbegovic, auditionné devant la mission d'information française, Rupert Smith l'aurait appelé le 8 ou le 9 juillet de son lieu de vacances sur son téléphone satellitaire. Il lui aurait indiqué que les frappes aériennes avaient été autorisées pour sauver Srebrenica et que l'action commencerait peut-être dans la nuit ou le lendemain matin. De même, Nicolai correspondra-t-il directement avec des officiers hollandais de l'état-major du général Janvier à Zagreb, le général Kolsteren, chef d'état-major, et le colonel de Jonge, chef des opérations terre de la Fort Pronu. À moins que des informations ne soient bloquées en chemin, le général Nicolai admet aisément que dans ce piège onusien de Srebrenica, le propos de certains gradés sera de préserver les militaires piégés sur le terrain de toute riposte des forces du général Mladic. Lors des investigations de la NIOD, et bien qu'une reconstitution virtuelle des communications du 10 et du 11 juillet sera tentée en 2001, en présence des protagonistes de la hiérarchie hollandaise en ex-Yougoslavie, les mystères concernant certaines disparitions de documents ou des erreurs conséquentes dans les informations communiquées, lors de la chute de la zone de sécurité et les jours suivants, ne seront pas résolus. Parmi les soldats du Dutchbat, certains sont des UNMOS, des observateurs militaires des Nations Unies. Si tant est que la mission du bataillon hollandais fut jamais autre chose qu'une observation. La mission des UNMOS se résumera par une mot à vue, une mot à entendu, ce qui sous-entend que seuls leurs rapports sont fiables, et que toute autre information tiendrait de la rumeur. Or, des UNMOS opérant hors de l'enclave établiront fin juin des rapports décrivant des regroupements de troupes, de chars et d'obusiers se dirigeant vers Srebrenica. Même le commandant du Dutchbat, le colonel Karmans, en déduira qu'une opération d'attaque contre Srebrenica se prépare peut-être. C'est du moins la conclusion qu'il émet dans l'un de ses rapports quotidiens. On ne pouvait pas savoir. Ainsi, pour les politiques à la hiérarchie onusienne, pas plus que les UNMOS, les SAS, annotation Special Air Service, fin d'annotation, britanniques, n'auraient vu ni transmis. Derrière ce sigle se camouflent les membres du service d'intelligence de Sa Gracieuse Majesté. C'est à l'instigation du général Michael Rose, commandant la Fort Pronu en Bosnie-Herzégovine, de janvier 1994 à janvier 1995, lui-même officier SAS de même que son successeur Rupert Smith, que les 3 premiers SAS mandatés à Srebrenica vont s'infiltrer la nuit dans la zone de sécurité à l'automne 1994. Aux grandes dames du militaire bosno-serbe, chargé de tenir sévèrement à jour les entrées et les sorties du personnel onusien de la zone, dans le cadre de l'absurde mission de maintien de la paix de l'ONU, effectuée en toute neutralité et avec le consentement des parties. Les SAS missionnés dans l'enclave étaient relayés tous les 2 mois. D'après le dossier de Hassan Nuanovic, la population enclavée les reconnaissait aussitôt à un comportement, une démarche, une assurance différente de celle des Hollandais. Et puis leur Jeep, aussi blanche que celle du Dutchbat, se différenciait par une conduite à droite. Les SAS communiquent exclusivement avec Michael Rose. Ils feront de même avec Rupert Smith, sur son téléphone satellitaire, même quand celui-ci sera en congé. Ils sont liés à leur seul commandant britannique, n'ont aucune relation avec aucun autre officier, fût-il un supérieur hiérarchique de Zagreb. Et aucun n'envisagerait de déroger à ce consensus, reconnu tacitement pour être un privilège du renseignement britannique, admis par tous les gradés des autres armées, mais aussi par l'état-major de l'ONU. A priori, l'intelligence des services secrets britanniques ne se partage pas, ni ses hommes, ni ses informations. Mais est-ce ainsi que la hiérarchie onusienne peut prétendre ne pas bénéficier de renseignements ? La première mission du général Smith,
en arrivant à Sarajevo en janvier 1995, fut d'organiser une cellule d'intelligence avec, entre autres aides, des Américains. Le général Janvier se souvient de cette logistique secrète soudaine dont les Français étaient exclus. C'était juste à côté des renseignements bosniaques, dans un tunnel à côté de la villa qui était le PC de Smith. Les observateurs militaires et les membres des services britanniques, présents dans l'enclave, n'auraient donc pas averti que Srebrenica s'effondrait, puis que les forces serbes assassinées, égorgées, terrorisées sous leurs yeux, 2 jours et 2 nuits durant, la population réfugiée aux abords de la base du Dutchbat. Que les coups de feu étaient entendus jour et nuit, des prénoms désespérément gémis, que des cris étranges, des plaintes se faisaient écho dans le noir, plus animales qu'humaines, quand elles faiblissent dans une gorge tranchée, que les hommes étaient arrachés à leur famille, que Mladic refusait la présence de casques bleus dans le bus de la déportation. Ainsi, ces informations qui annoncent d'autres massacres imminents n'auraient pas été transmises par toutes les sources d'informations actives à ceux qui ont le pouvoir d'agir et d'empêcher le désastre. Mais s'ils n'étaient pas précisément renseignés, comment Jacques Chirac pourrait-il transmettre le 13 juillet à Bill Clinton ses craintes pour les hommes qui risquent d'être égorgés et sont séparés des femmes menacées de viol, à moins que ce risque ne fût d'ores et déjà de notoriété publique. Quand en 2000, un soldat britannique, ex-SAS, mais toujours membre de l'armée britannique, voudra publier un livre décrivant en détail le rôle secret de l'intelligence britannique dans l'enclave condamnée de Srebrenica, il en sera découragé par le ministère de la Défense britannique. C'est ce que révèle Tom Walker du Sunday Times. Le manuscrit non publié relate l'histoire de 2 SAS présents dans Srebrenica, leur relation ininterrompue avec Rupert Smith durant la chute de l'enclave, comme ils furent guideurs au sol pour les avions de l'OTAN, et comment ils seront discrètement exfiltrés afin qu'aucun Britannique ne soit vu dans l'enclave lors de sa réédition. Pas vu, pas su, pas transmis. Dans la grande tradition du secret des services d'intelligence, la raison du déni sera enfouie sous le cynisme pléonastique de la real politique. Suffisamment d'indices concernant la chute prochaine de l'enclave étaient connus pour qu'aucun n'en doute. Les responsables partageaient les fortes suspicions concernant le sort réservé aux hommes. Quant à la connaissance des massacres, il est établi qu'elle serait divulguée dès le premier jour, le 13 juillet ou au plus tard le lendemain, comme l'affirme le général Quesno. Pas un responsable de haut niveau, fût-il politique, diplomate ou militaire, qui ne l'ait su. Ceux qui choisiront de taire les informations lors du nettoyage ethnique en Bosnie-Herzégovine suivront l'exemple des dirigeants occidentaux lors de la Seconde Guerre mondiale, ayant connaissance dès 1942 de l'existence des camps nazis, des chambres à gaz et des fours crématoires, soit de la planification du processus d'extermination du peuple juif, ils préféreront se taire. 3 ans et 6 millions de juifs exterminés plus tard, ils joueraient la surprise face au portail des camps. On ne savait pas, on ne pouvait pas savoir. Les raisons du silence consensuel en 1942 sont diverses et récurrentes en diplomatie et en politique. C'est contre elles que luttera Raphaël Lemkin à New York entre 1942 et 1945, réclamant en vain une intervention avant d'inventer le mot génocide, d'y accoler la convention qui en est la raison d'être et devrait pour qu'elle intègre la charte de l'ONU. Ce choix du silence, aussitôt transformé de fait en déni, procède de la stupéfaction des responsables qui ont la liberté d'en informer leur opinion publique. Comment leur décrire ce qu'elles ne sauraient croire, puisqu'eux-mêmes, face à la barbarie, ont du mal à admettre ce qu'ils savent? Leur expliquer sans pâlir de honte, mettre fin aux atrocités et au plus tôt à la demande d'une société civile aussi indignée qu'impatiente. Que faire des milliers de réfugiés? Et qui accueillerait les innombrables victimes potentielles qui, dans la panique due à l'information dévoilée, fuiraient alors en un nouveau flux de réfugiés? N'est-ce pas une raison qu'invoqueront ceux qui se refusent à admettre la chute de l'enclave comme inéluctable? Mladic ne voudrait pas se saisir de la totalité de l'enclave, puisque la réduire à sa zone urbaine suffisait à l'en rendre maître. Et des fonctionnaires de la CIA conclurent telle une lapalissade. Pourquoi voudrait-il s'encombrer de cette population? Qu'en ferait-il? Ainsi la question s'est posée. Mais une autre raison prévaut aussi au silence et à la passivité tacite restant raison diplomatique qui traverse les temps et les conflits. L'issue de la guerre étant encore inconnue en 1942, de même que celle de l'agression en 1992. Personne ne saurait désigner à l'avance les mains à serrer lors des futurs traités de paix, fussent-elles celles des vaincus ou des vainqueurs. Or, même si, comme l'énonce simplement l'ex-premier ministre Alain Juppé, on ne fait jamais la paix avec d'autres que des chefs de guerre, sinon il n'y avait pas de paix à négocier. Face aux opinions publiques, ses mains ne sauraient être trop rouges ni poisseuses. Secret gardé, devenu déshonneur des protagonistes de la Seconde Guerre mondiale, l'information du laisser-faire et du déni ne sera livrée au public, ou plutôt aux petits-enfants de ce public-là, dans une quasi-indifférence que 60 ans plus tard.
De même, le génocide en cours en Bosnie ne saurait être divulgué afin que les gouvernements occidentaux puissent continuer à traiter avec les génocidaires. Dans le cadre du prochain accord de paix et du nouveau partage des territoires à établir, les enclaves de l'Est et de la Bosnie tomberaient. Elles devaient tomber. Non pas offertes aux Serbes par des dirigeants occidentaux consentants, mais après une ultime attaque surprise.